Ben, tout d'abord, j'aimerais remercier Jean. C'est l'idée de Jean de m'inviter à venir parler de l'étude que j'ai faite. En fait, je vais parler de plusieurs choses aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation Travaux passés. Passés, c'est ce que j'ai fait pour le compte du ministère. Travaux présents, ben, je vais vous mentionner à l'instant 3 ou 4 études qu'on est en train de faire à Québec avec les mêmes données. Et travaux futurs, ben, ça implique entre autres Marie-Albertine à Québec et d'autres collègues de Laval. Donc, je vais vous mentionner un petit peu des travaux sur lesquels on travaille en ce moment, sur lesquels qu'on vient de terminer en fait aussi, avec cette même enquête-là. Alors, ce que je présente aujourd'hui, ça s'appelle Travaux passés. Passés parce que ça fait quand même si le document officiel date de décembre 2013, ça fait quand même assez longtemps que c'est terminé. Donc, c'est pour ça que quand Jean m'a invité, je dis, oups, faut que je retourne aller voir ce que j'ai fait, parce que ça faisait un petit bout de temps déjà. Donc, s'il y a des questions, des quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à m'interrompre, là. Et la présentation va être très empirique. Il n'y aura pas aucune équation, il n'y a pas de modèle économétrique, il n'y a rien. Je vais m'en tenir vraiment aux résultats. Je vais vous dire un petit peu comment je les ai obtenus. Ah, Benoît, t'es déçu qu'il n'y ait pas de... Okay. OK, alors je vais m'en tenir aux résultats. Puis, alors, s'il y a quoi que ce soit, des questions, des interrogations, n'hésitez pas à... Ah oui, je bouge trop, hein, Philippe? Non? OK. Donc, alors, le plan de la présentation, c'est le suivant. Donc, je vais vous parler des études. Bon, je vais commencer par ça. Vous mentionner les études, puis je vais finir avec ça aussi. Donc, les études qu'on fait à partir de l'enquête sur les immigrants de la catégorie des travailleurs qualifiés. Alors, je vais parler de ETQ durant la présentation. Je vais vous parler ensuite le mandat qu'on m'avait confié à l'époque, parce qu'en fait, l'étude que je présente, c'était une étude qui avait été mandatée par le ministère à l'époque. Je vais présenter quelques mots sur l'enquête, mais en particulier, je vais insister sur certaines particularités qui sont survenues durant la période couverte par l'enquête. Okay? Et c'est ça que je vais exploiter autant que possible pour essayer de voir des effets causaux entre la modification des grilles de sélection et ce qui a pu arriver par la suite sur le marché du travail, l'insertion en emploi. Alors, je commencerai par certains constats empiriques, puis ensuite, je passerai à l'analyse statistique en tant que telle. Et puis, je reviens sur les autres études là à la toute fin, vous dire un petit peu dans quel contexte ça s'insère par rapport à tout ça. Puis, je vais conclure brièvement sur ce qui devrait être fait. Et ce qui devrait être fait, ben c'est Marie-Albertine qui va s'en charger à Québec. Okay? Donc, l'étude passée, ben, c'est celle que j'ai faite pour le ministère. Donc, qui s'intitule L'intégration en emploi des immigrants de la catégorie des travailleurs qualifiés au Québec, 2002-2009. Et donc, c'est une enquête qui a été faite, qui couvre cette partie-là. Donc, si je me souviens bien, l'enquête avait été terminée en juin 2011, mais qui couvrait rétrospectivement la période 2002-2009. Alors, le rapport a été déposé officiellement en décembre 2013, mais ça fait quand même plus longtemps que ça qu'il est terminé. Dans les études récentes, donc, j'ai 3 étudiants de maîtrise à Québec qui ont terminé leur mémoire tout récemment. Et je peux pas parler des résultats parce que c'est sous embargo, mais je vais quand même vous dire ce qu'ils ont fait. Okay? Donc, il y a Léa Maud Lompré-Verret qui a travaillé sur l'écart salarial, la discrimination salariale entre les hommes et les femmes immigrants. Okay, ça, on voit pas ça souvent. Evans Beaulieu, lui, qui travaille maintenant... Léa Maud est à Ottawa au ministère de l'Emploi et DRH, mais il change continuellement de nom, là, donc DRH à Ottawa. Evans travaille au ministère du Revenu à Québec. Lui, il a fait une étude sur une des particularités qui est survenue durant la période couverte par l'étude, c'est-à-dire qu'il y a eu un resserrement de ce qu'on a appelé le critère d'autonomie financière. Okay? Alors, j'expliquerai ce que c'est. Et lui, ce qu'il cherche à voir, c'est est-ce que l'introduction ou le resserrement de ce critère-là a pu avoir des effets sur les salaires des immigrants ou sur la rapidité avec laquelle ils se sont insérés en emploi. Alors ça, c'est un deuxième mémoire. Et le troisième, ben, c'est Mathieu. Mathieu aussi qui travaille à Québec maintenant. Lui, il a fait une étude sur l'effet de trouver un emploi qui correspond à ses compétences. Okay? Moi, j'avais un petit peu de doute là-dessus. Et puis, alors, je dis à Mathieu, je dis, bon, ben vas-y, puis on va regarder si c'est vrai qu'avoir un emploi qui correspond à ses compétences, c'est rémunéré par le marché. Okay? Alors, c'est ce qu'il a fait dans son mémoire. Et encore une fois, je reviendrai à la toute fin plus en détail sur ce qu'ils ont fait. Okay? Alors, ce sont 3 mémoires qui sont soit déposées, Mathieu, c'était hier, j'ai mis octobre, mais c'était hier. Et Léa Maud et Evans, pareil, c'est terminé, donc c'est déposé. Okay? Et le troisième, c'est les travaux en cours. Alors, les travaux en cours, c'est Marie-Albertine qui est à Québec, là, qui va s'intéresser, elle, à l'effet des programmes de formation sur l'emploi, mais dans un contexte de transition sur le marché. Alors, on ne s'intéressera pas simplement à combien de temps ça prend à trouver un emploi, mais
toutes les transitions entre l'activité, l'inactivité, et ainsi que la formation. Okay? Parce qu'elle a vérifié pas plus tard qu'hier qu'il y a des formations que ces immigrants-là, certains d'entre eux suivent des formations qui peuvent durer jusqu'à 1 an. Okay? Donc, on va modéliser tout ça et, dans le cadre d'une thèse de doctorat. Et finalement, je travaille, moi, avec un collègue, Charles Bellemare, à Québec, et Nathalie Acui, qui est économiste à la Banque du Canada. Et là, ce qu'on essaie de voir, c'est à partir de la BDIM, la banque de données. Jean, explique-moi la BDIM. C'est quoi encore? L'acronyme français, c'est... Oui. C'est tout? Il n'y a pas... Une sous-section de la banque de données administrative. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est l'acronyme que je me souvenais pas, là. Parce qu'on le dit toujours en anglais, là. C'est la banque de données sur les immigrants qui n'est pas disponible au SIX, qui pourrait l'être un jour, on l'espère. Oui? Oui. Non, Canada. OK. D'ailleurs, l'enquête qui a été faite à Québec et au Québec a échantillonné à partir de cette banque-là pour la population québécoise. OK? Donc, alors ce qu'on fait, on a accès. On a accès. On est sur les derniers jours d'avoir finalement accès aux données avec Nathalie Acui à la Banque du Canada, aux données de la BDIM. Et à partir de la BDIM, j'expliquerai à la fin qu'est-ce qu'on veut faire exactement pour vérifier la représentativité de l'enquête sur les Québécois, sur les travailleurs, et également l'ELIC, qui est l'enquête longitudinale. Ah, vous faisiez la... OK. Alors, non, parce que ce qu'on pose comme question, c'est est-ce que l'enquête que l'on a, et est-ce que l'ELIC, l'enquête longitudinale sur les immigrants, est-ce qu'elles sont représentatives de la population des immigrants? Et on doute que non. On soupçonne que non. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. OK? Alors, ça, je peux en parler parce que je n'utilise pas encore les données de l'enquête québécoise, là, mais je vous dirai en détail ce qu'on veut faire avec ça. OK? Donc, c'est des travaux sur lesquels on se penche en ce moment, là, avec mes collègues de Québec et la Banque du Canada. Donc, le mandat qu'on m'avait confié à l'époque était le suivant. Il y avait 2 volets. Le premier, et ça reproduit ni plus ni moins l'étude de Renault qui avait été faite en 2006, je pense. Donc, on avait essentiellement les mêmes interrogations, c'est-à-dire étudier l'insertion dans le premier emploi suite à l'arrivée au Québec. Combien de temps ça prend de trouver un emploi pour un immigrant qualifié, d'accord? Et le deuxième, c'est de vérifier les éléments prédictifs de la grille en vigueur. C'est-à-dire que la grille, il y a eu, ça je vais y venir dans 2 minutes, il y a eu un changement dans la grille. Et ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que la grille prédit assez bien les éléments à partir desquels on sélectionne les immigrants, est-ce qu'ils ont un effet prédictif sur la rapidité avec laquelle les immigrants s'insèrent en emploi? Okay? Le deuxième objectif, c'est la même chose, mais étudier l'insertion dans le premier emploi selon les compétences. Autrement dit, combien de temps ça prend à un immigrant de cette catégorie-là pour se trouver un emploi qui correspond à ses compétences, autrement dit, à sa scolarité essentiellement. Okay? Alors, c'est ça qu'on voulait mesurer. C'est ce qui avait été mesuré aussi à l'époque dans l'étude de Renault. Et donc, même chose, donc, à étudier les éléments prédictifs. Est-ce que la grille sélectionne de façon, est-ce que les variations qu'il y a eu dans la grille ou les critères que l'on prend dans la grille, est-ce qu'ils peuvent prédire ou est-ce qu'ils ont un effet sur la rapidité avec laquelle ces immigrants-là s'insèrent sur le marché du travail? Okay? Ce sont les deux objectifs qu'on m'avait demandé d'étudier. Et ce que j'ai fait, l'économétrie va s'arrêter là. On va prendre des modèles de durée, okay, pour vérifier ces 2 éléments-là. Ça prend quelle vitesse? Hein? Alors, des modèles standards de durée de Cox. Et je vais aussi regarder, ça n'a pas été fait dans l'étude de Renault, ni ça, mais ça, c'est 2 ajouts que moi j'ai faits. Et le premier, c'est que je vais regarder combien d'emplois ça prend avant d'en trouver un qui correspond à ses compétences. Okay? Et là, j'expliquerai ce que c'est un modèle poisson à seuil, là. Bon, Benoît, c'est ça, mais évidemment, mais Benoît, ça va arrêter là maintenant. OK? Il n'y a pas plus de détails que ça. Et le dernier, c'est les fameuses, ce qu'on appelle la persistance dans les emplois qualifiés. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir un emploi qui correspond à sa compétence, est-ce que ça perdure dans ce genre d'état-là? Est-ce qu'une fois qu'on a trouvé un emploi qui correspond, est-ce qu'on rechute dans des emplois éventuellement parce qu'il y a beaucoup de transitions, il y a des entrées puis des sorties du marché du travail? Le fait d'un jour d'avoir un emploi qui correspond, est-ce qu'on continue à transiter dans ce genre d'emploi-là ou est-ce qu'on rechute dans des emplois pour lesquels on est trop qualifié? Okay? Alors ça, encore une fois, je ferai ce qu'on appelle l'estimation par des modèles logiques dynamiques, mais je n'entrerai pas dans les détails, mais je vais expliquer l'intuition de ça et comment on peut les interpréter. Okay? Alors,
l'enquête en tant que telle, OK, auprès des travailleurs qualifiés de 2011, alors la population cible, c'était les 90 000 personnes qui étaient admises au Québec entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2009 en tant que requérants principaux des travailleurs qualifiés. Alors, c'est ça, l'univers, la population qu'on regarde, c'est ça. OK? Donc, tous les immigrants arrivés, les 90 000, en fait, la population, c'est 90 000, entre 2002 et 2009. OK? Mais encore une fois, il faut insister là-dessus, là, travailleurs qualifiés. Alors, oui? Non, non. Ils font, oh oui, ils arrivent tous de l'étranger, forcément. Ils font une demande de chez eux. Et on va voir qu'en fait, un des principaux déterminants de l'intégration, c'est est-ce qu'ils ont déjà eu des séjours au Québec. Et dans ces séjours-là, ben, plusieurs, c'est des anciens étudiants. Tout à fait. Oui? Bonjour, Mélanie Deslauriers, ministère de l'Immigration. Je peux apporter une précision. Oui. En fait, ces gens qui ont été admis, donc effectivement, il y a des gens qui étaient temporaires avant, qui sont devenus permanents. Il y en a quelques-uns dans la banque, mais ils ne sont pas identifiés dans la banque. C'est ça, c'est ça. Mais il y en a plus. On s'en était parlé. Allô? Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Alors, l'échantillon, on a un échantillon aléatoire de 3009 personnes qui a été tiré de cette population-là. C'est ça l'échantillon avec lequel on va travailler. Et le questionnaire utilisé, ben, c'est l'enquête, en fait, c'est pas le questionnaire, mais en fait, oui, le questionnaire, c'est une enquête longitudinale rétrospective. Donc, on regarde, depuis leur arrivée au Québec, les transitions, ce qui s'est passé pour eux sur le marché du travail. OK? Alors, il y a des questions qui portent sur les périodes d'emploi et de non-emploi, sur la reconnaissance des acquis, les compétences, l'adéquation entre l'emploi occupé et les compétences. Et c'est ça qu'on va exploiter dans le cadre de cette étude-là. Alors, les informations, évidemment, on a les informations de l'enquête en tant que telle, mais également dans les fichiers administratifs. J'ai pas tout, mais on a pas mal de choses des fichiers administratifs qui ont servi à la demande de résidence permanente. Alors ça, on les a, mais la plupart des informations, je les ai, mais pas toutes, en fait. Okay? Alors, il y a des particularités. Alors, des particularités sur la période étudiée. Alors, nous, ce qu'on aime comme économiste, comme analyste, c'est toujours de voir, d'estimer ce qu'on appelle les effets causaux. Est-ce que changer des politiques, changer des programmes a un effet quelconque qu'on peut mesurer? Un changement exogène, c'est-à-dire que le gouvernement change de politique. Est-ce que le fait d'avoir changé sa politique, on peut mesurer l'effet que ça peut avoir sur les comportements? Alors, il y a eu deux changements principaux, mais il y a une différence entre l'enquête de 2011 versus celle de Renault, c'est qu'ici, l'enquête portait sur les requérants principaux. Il n'y a pas de conjoint. On a d'informations parcellaires sur les conjoints, mais l'enquête porte essentiellement sur les requérants principaux. Okay? Mais les deux aspects intéressants ici, c'est la modification de la grille de sélection qui a eu lieu en octobre 2006. Donc, on a changé la grille de sélection en 2006. L'enquête couvre 2002 à 2009. Donc, on chevauche le changement de grille. Et deuxièmement, il y a eu un renforcement du critère d'autonomie financière en décembre 2004. Autrement dit, un immigrant qui arrivait chez nous devait s'engager à ne pas demander d'aide sociale, je pense, sur 3 mois. C'est bien ça? Hein? Donc, ce qui était pas, c'était implicite avant, mais là, il y avait un engagement contractuel à l'effet qu'il ne demanderait pas d'autonomie financière. Il ne demanderait pas d'aide financière pendant les 3 premiers mois de son installation au Québec. Alors, ce qu'on voit, un des projets qui nous intéresse, un des mémoires de maîtrise, en fait, a porté là-dessus. Est-ce que ça a eu un effet ou pas sur le fait que on s'engage à ne pas demander d'aide sociale, par exemple, à son arrivée, est-ce que ça accélère l'insertion en emploi? Parce que forcément, on n'a rien, on n'a pas de support du gouvernement. Est-ce que ça accélère l'emploi? Et est-ce qu'éventuellement, le fait d'accepter un emploi plus rapidement a des conséquences sur les salaires? J'accepte le premier emploi qui passe. Conséquemment, cette réforme-là peut avoir pour effet de diminuer le salaire ou le revenu des gens qui sont forcés de se dépêcher à trouver un emploi. Okay? Alors, c'est ça un petit peu l'intérêt de mesurer l'effet que ça a pu avoir. Alors, compte tenu de ça, compte tenu surtout de ces deux modifications-là, on va regarder d'un point de vue purement empirique, est-ce qu'on voit quelque chose dans les données qui a pu changer entre les populations qui ont été sélectionnées sur la base de la grille de 96 versus celle de la grille de 2006. Alors, ce que vous avez ici, premièrement, c'est un tableau qui vous montre, et tout ce que je vous montre là, c'est dans le rapport qui a été fait, qui est sur le site web du ministère, là. Donc, il n'y a rien de nouveau, là. Alors, vous avez ici la population cible. Ça, c'est les 90 000 personnes qui sont arrivées au Québec entre 2002 et 2009. Et ici, vous avez l'enquête en tant que telle. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même un assez bon appariement entre l'échantillon et la population. D'accord? Par contre,
si vous regardez les immigrants qui sont arrivés de l'Asie, vous voyez que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une sous-représentation, OK, qui peut être purement aléatoire, purement statistique, mais n'empêche que c'est à ce niveau-là, il y a un peu plus de représentants d'Europe, mais beaucoup moins de l'Asie. OK? Mais par ailleurs, partout ailleurs, ça se ressemble beaucoup, mais à l'exception de cette catégorie-là, il me semble que c'est la seule. C'est la seule qui a une différence importante. Pardon? 2009? Non, ça, ce sont tous les immigrants entre 2002 et 2009. Oui, pour 2009, il y a une plus grande différence. Ouais, mais c'est parce que 2009, population. Ouais, c'est parce que l'échantillon est arrêté en juin. OK? Donc, il y a forcément moins de monde. L'enquête a été faite en juin. Donc, il serait arrivé d'autres immigrants par la suite. Effectivement, bon point. Mais c'est pas un problème de représentativité. Purement que l'enquête a été faite en juin, si je me souviens bien. C'est bien ça, en juin 2009? De mai à juin, ça. Mai à juin, c'est ça, oui. Ok, je pensais que l'enquête était en 2011. J'avais pensé 2011. Oui, effectivement, l'enquête a été faite en 2011, Donc, mais pourquoi? auprès de gens qui sont arrivés en 2002 et 2009. Ok, mais alors si on est en Attends un juin petit peu. Non, 2011, attends, c'est un bon point, là. C'est un bon point. C'est vrai que Effectivement. c'est en juin 2011 qu'elle a été faite, l'enquête. Mai-juin L'enquête a 2011. été pondérée. Oui, l'enquête a été pondérée. En fait, les résultats de l'enquête ont été pondérés pour tenir compte de différences qu'on observait, notamment sur le continent de naissance. Mais ça voudrait dire qu'effectivement, c'est une sous-représentation. Je me rappelle pas, parce que c'était pas mon dossier, là, mais il me semble que dans la variable de pondération, il y a plusieurs choses qui étaient tenues en compte, dont le sexe, le continent de naissance, l'année d'admission, pas la scolarité. Non, mais OK, mais ça ici, c'est pas pondéré, là. Non. OK, ça, c'est pas pondéré. Non. OK? Alors, la pondération avait été faite avec un logit, là, puis on comparait, bon. Mais ça, c'est pas pondéré, mais n'empêche qu'effectivement, c'est un bon point, il y a effectivement une sous-représentation en 2009. Tout à fait. Et parce que l'enquête de 2011, effectivement. Oui, effectivement, c'est un bon point. D'ailleurs, ça vient pas de moi. Ça vient d'une étude qui avait été faite par prof de l'Université de Montréal sur la représentativité de l'enquête. Et ce qu'elle disait, c'est qu'elle faisait des tests de Q2 là-dessus, puis elle montrait que variable par variable, la plupart des variables, il n'y avait pas de différence. La seule variable où il y avait une différence statistiquement significative, c'était ici. OK? Donc, c'est Claire Durand? Claire Durand avait été effectivement consultée. OK. Bon. Je croyais que c'est elle qui l'avait faite. Non? OK. Alors, ça, c'est pas moi, ça. OK? Moi, je suis pas responsable. Ce qui suit, je suis responsable. OK? OK. Bon. Alors, c'est quand même certaines questions qu'on peut se poser. Et puis, ça, c'est des questions que nous, on va se poser dans des projets futurs. C'est qu'en fait, la population cible est de 90 000 personnes. L'échantillon était à peu près de 10 000 noms au départ. Et sur les 10 000 noms, il n'y avait plus que 7 401 personnes. Puis ça, encore une fois, c'est pas moi. Ça, c'est le document du ministère et de Claire Durand. OK? Alors, 7 401 personnes avaient une adresse valide sur 10 000. Ça veut dire que soit ils ont déménagé, soit ils sont partis, on ne sait pas ce qui est arrivé. OK? Donc, ils sont peut-être même pas partis, ils n'ont simplement pas de téléphone ou ils n'ont pas de numéro de téléphone à la RAMQ. Alors, vous voyez qu'on est parti de 10 000 à 7 400. Alors, où sont passées les 2 600 personnes, on ne sait pas. Mais ce qu'on voit, c'est que 39 des Asiatiques, contre 26 pour l'ensemble des personnes, n'a pas d'adresse valide, okay, dans les fichiers de la RAMQ. Par ailleurs, 38,6 des Asiatiques, contre 32 pour les autres, n'ont pas de numéro de téléphone au domicile. Alors, on a perdu leur trace. Okay? Alors, la question que ça soulève, c'est pourquoi ces gens-là sont partis? Est-ce que l'échantillon qui reste, même si du point de vue observationnels, ils sont très semblables, l'échantillon versus la population, est-ce qu'il peut quand même, malgré tout, avoir des différences au niveau de ce qu'on appelle, nous, les variables non observables? Okay? Pourquoi on a perdu 2600 personnes versus 10 000? Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec la BIDIM. Avec la BIDIM, s'ils ont simplement changé de province, on le sait. Donc, on est capable de les suivre au Canada. S'ils ont quitté le Canada, on les perd. Alors, ce qu'on est capable de faire avec la BIDIM, c'est de dire, bon, mais prenons ces gens-là, et voyons quels sont les mouvements interprovinciaux qui, parmi ces immigrants-là, restent au Québec, lesquels vont au Canada. Alors, peut-être que parmi les 2600 qui sont partis, bien, la plupart sont en quelque part à Toronto, en Alberta ou en Colombie-Britannique. Okay? Et qui sont partis? C'est des gens, surtout les Asiatiques. Est-ce qu'ils gagnent plus ailleurs qu'au Québec? Est-ce qu'ils ne se sont pas insérés au Québec, sont partis? C'est des questions qu'on se pose et qu'on va essayer de répondre, auxquelles on va essayer de répondre avec les données de la BIDIM. Okay? Alors, mais je vais y revenir plus tard. Alors, les caractéristiques des requérants diffèrent. Alors,
encore une fois, avant de faire l'analyse statistique, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé du point de vue purement descriptif. La première chose, c'est que les caractéristiques des requérants diffèrent significativement selon la grille de sélection. Okay? Alors, les requérants de la grille de 2006 sont nettement plus scolarisés. Je vais vous montrer des chiffres. Les requérants de la grille de 2006 sont plus jeunes à la date d'admission. Ils sont beaucoup moins nombreux à provenir du Maghreb. Mais ça, il y avait une raison qui était purement... pas une raison, mais il y avait, à l'époque, beaucoup de gens qui avaient été admis avec la grille de 96 étaient en attente d'une admission. C'est bien, il y avait un backlog, hein, c'est ça à l'époque. Il y avait beaucoup de gens du Maghreb qui avaient été sélectionnés avec la grille de 96, mais qui n'étaient toujours pas arrivés au Québec. Effectivement. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi il y a moins peut-être de Maghrébins sélectionnés avec la grille de 2006, parce qu'il y en avait eu beaucoup avec la grille de 96. Il y avait des raisons qui faisaient qu'ils n'étaient pas arrivés toujours au Québec. Donc, il y a eu une baisse assez importante. OK? Première chose. Deuxième chose qu'on va voir, je vais vous montrer des chiffres. L'insertion en emploi diffère vraiment selon qu'on est arrivé avec une grille ou l'autre. Selon qu'on est sélectionné par une grille ou l'autre. Alors, dans l'ensemble de l'échantillon, 90% des requérants ont trouvé un emploi depuis leur arrivée au Québec. OK? N'oubliez pas, ce sont des gens très scolarisés. Alors, 90% d'entre eux ont trouvé un emploi. En revanche, davantage de requérants de la grille de 2006 ont obtenu un emploi, premier emploi qui correspondait à leurs compétences. Ça va plus vite et ils sont proportionnellement plus nombreux à trouver un emploi qui correspond à leurs compétences lorsqu'ils ont été sélectionnés à partir de la grille de 2006. Et le temps nécessaire pour trouver un premier emploi est nettement plus court pour les requérants de la grille de 2006. Okay? On va le voir dans un tableau. Par ailleurs, ça c'est une chose qui, moi, m'avait intrigué un petit peu, c'est que j'avais remarqué que la rapidité d'insertion d'emploi diffère significativement selon le statut familial. Alors, de façon générale, les requérants sans conjoint s'insèrent beaucoup plus rapidement en emploi et les personnes seules éprouvent autant de difficultés à trouver un emploi qualifié que les requérants avec conjoint. Mais encore une fois, on m'a bien expliqué au ministère que parler de couple et de personnes seules, c'est un petit peu arbitraire parce que souvent les gens arrivent, on les classifie comme étant des personnes seules, or elles ne le sont pas. Identifiés selon les points obtenus à la grille de Oui, sélection. c'est ça, mais ils peuvent débarquer. S'ils ont un conjoint ou pas à la grille de sélection, mais par contre, ça ne dit pas qu'une fois arrivés au Québec, ils seront peut-être maintenant en couple. C'est ça. Et ça, il n'y a pas moyen de le savoir. Oui. Okay? Sauf que lorsqu'ils sont sélectionnés, au point de sélection, s'ils sont en couple, on le sait. Conjoint dans le dossier, oui. C'est ça, on le sait. Mais une personne qui n'a pas de conjoint dans le dossier à la sélection peut arriver au Québec avec un conjoint. Son conjoint pourrait arriver par après, mais en regroupement familial, effectivement. Donc, on ne sait pas. Ou, dans ses premières années, pourrait se faire un conjoint ici. Oui. Oui, ça peut arriver. Mais il apparaîtrait dans ce point. Donc, c'est ça. Au moment de la grille, on le sait. Ça c'est des chiffres au moment de la grille. Oui, exactement. Okay? Bon. Mais ce qui se passe après, on ne le sait pas. Sauf que ce que l'on sait, c'est qu'on va voir qu'il y a une différence significative. Okay? En termes d'insertion d'emploi, selon qu'il y avait un conjoint ou pas dans la grille de sélection, au moment de la sélection. Okay? Donc, ça ne dit rien sur l'état actuel au moment où on les interviewe, là, on ne le sait pas. Alors, regardez un petit peu ici les différences. Alors, j'ai mis ici avec conjoint, personne seule. Beaucoup d'analyses sont faites avec tout le monde ensemble, mais souvent, je fais une distinction entre les deux. Alors, du point de vue purement statistique, ce que vous voyez, c'est que les gens qui avaient conjoint au moment de la sélection, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus nombreux à avoir une maîtrise ou un doctorat et beaucoup moins nombreux à avoir un secondaire ou un post-secondaire, okay? Selon qu'on regarde une grille ou l'autre. C'est la même chose pour les personnes seules. Ils sont plus scolarisés. Beaucoup moins ont simplement un secondaire ou un post-secondaire. Donc, ils sont beaucoup plus nombreux à avoir une maîtrise ou un doctorat. Et il y a plus de points aussi. La grille a changé là un petit peu, mais n'empêche, on voit que la connaissance du français n'a pas vraiment changé, mais au niveau de l'âge, il y a beaucoup plus de points qui sont attribués à l'âge parce qu'ils sont en moyenne plus jeunes, okay, lorsqu'ils sont arrivés. Alors, on a fait une sélection, et c'est vrai autant pour les personnes avec conjoint que ceux qui n'en ont pas. Okay? Donc, il y a une différence là aussi, du point de vue purement observationnel. Les pointages de la grille, c'est vrai que la grille a changé, mais pas tant que ça, mais on voit quand même qu'il y a un changement discret là, entre les deux grilles de sélection. Okay. Pareil, alors si vous regardez un petit peu ici le sous-continent d'origine, ben vous avez les différentes régions que j'ai regroupées ici en 96, en 2006. Et donc, ça c'est le nombre de personnes du Maghreb sélectionnées avec la grille de 96, ça c'est la grille de 2006. Et ce que vous avez en crochet, c'est ce qu'on appelle le nombre attendu.
OK? S'il n'y avait pas de différence entre les deux grilles, on s'attendrait à ce qu'il y ait 871 maghrébins en 80 et 133 en 2006. Ils sont seulement 27. Alors, la différence entre ce qui est attendu et ce qui est observé, ça nous permet de faire des tests et on rejette très fortement que le sous-continent d'origine est le même dans les deux grilles. Il y a vraiment un changement. Okay? Mais encore une fois, ça peut être un petit peu artificiel parce qu'il y a beaucoup de Maghrébins qui avaient été sélectionnés selon cette grille-là, qui ont tardé à arriver. Okay? Mais n'empêche, moi, quand je fais mes régressions, quand je fais mes analyses, il n'en demeure pas moins qu'il y a un changement assez important en termes de provenance de sous-continent d'origine. Okay? Et on rejette très, très, très fortement l'égalité des deux grilles. Okay? Il y a eu un changement. Pareil pour les ménages. Si vous faites l'analyse en termes de ménage, encore une fois, au moment de la sélection, bien, vous voyez que cette fois-ci, on ne rejette pas qu'on a la même distribution. Autrement dit, regardez le nombre observé, le nombre attendu, le nombre observé, le nombre attendu. Pour chacune des catégories de deux grilles, deux types de ménages, il n'y a pas de différence statistique. Donc, les immigrants qui sont arrivés selon les deux grilles avaient la même structure familiale, du moins au moment de la sélection. Ce n'est pas le cas pour la grille, pour le sous-continent d'origine, c'est le cas pour le type de ménage. Okay? Oui? Pour le changement du pays d'origine des immigrants, je me demande si ça ne serait pas causé par un resserrement du critère linguistique, étant donné qu'au Maghreb, on parle français. Donc, oui. Est-ce que le resserrement du critère linguistique aurait fait augmenter le... Je pense que c'est le contraire. Si je me souviens bien, on donne plus de points aux Français. Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que lorsque quelqu'un dépose une demande, on doit traiter sa demande avec la grille en vigueur. Et il y a eu pendant un grand temps, on a eu beaucoup d'inventaire. C'est des dossiers dont on n'arrivait pas à traiter. Et donc, quand les personnes sont arrivées pour être sélectionnées au moment du traitement, on pouvait être rendu au début des années 2000, mais on continuait d'évaluer la candidature de la personne avec l'ancienne grille puisque c'est le droit de la personne. C'est la clause grand-père. Mais je me souviens, si je me souviens bien, je n'ai pas les détails, ça fait longtemps, mais le pointage attribué au fait par les Français a monté. De mémoire, je pense que... Donc 96 puis 2006. Oui. Je sais pas. Oui, on a donné... Le poids relatif à l'année demeurait le même, par exemple. Pour la sélection, ouais. Oui. Mais je veux dire, il me semble qu'on a passé d'une échelle avec tant de points à plus de points. 96-2006, je pourrais pas dire. Mais je me souviens pas, il y a eu tellement de changements. En 2013. Oui, puis il y a eu 2009 aussi, d'autres changements en 2009, ensuite 2013. Le français est devenu de plus en plus important, mais je pense pas qu'en 96 puis 2006. Non. Je pourrais le vérifier tantôt, je vais lire la grille sur mon ordinateur, mais s'il n'y a pas eu de changement, s'il n'y a pas eu de changement, et qu'on voit, le niveau de français, donc le pointage est le même, il n'a pas bougé. Okay? Donc, ce n'est pas ça. Okay? Ça ne peut pas être un problème de représentativité de l'échantillon par rapport au pays de naissance. Écoute, si tu regardes ici, il y a juste la région de l'Asie où ça a baissé. Bon, l'Afrique a monté. La plupart parlent français. Donc tu vas en es où, Jean? C'est par rapport au changement très important qu'on voit pour les personnes originaires du Maghreb entre les deux grilles. Moi, on m'avait expliqué qu'il y avait... J'ai du mal à expliquer. C'est surtout une question administrative plus qu'autre chose. En réalité, ce que les gens qui ont été admis dans les répondants se collent beaucoup sur la population cible pour les années d'admission. Mais effectivement, il y avait des différences pour le continent de naissance. Il y avait une petite surreprésentation des Maghrébins dans l'ensemble des personnes admises. Par la suite, la grille de 2006 ou avant 2006, c'est pas en lien avec le nombre de personnes admises. C'est vraiment sur à partir de quelle grille ces personnes-là ont-elles été sélectionnées. Oui, mais il y a beaucoup moins de Maghrébins qui ont été sélectionnés avec la grille de 2006, en proportion. Oui, dû aux inventaires très grands dans le Maghreb. C'est parce que les Maghrébins, il y en avait beaucoup qui avaient fait une demande en 96. C'est pas l'admission, c'est vraiment la sélection, juste l'outil qu'on utilise pour les sélectionner. La différence. Ouais, c'est ce que Cheké m'expliquait. Donc, il y avait un backlog important de Maghrébins qui avaient fait une demande, mais qui n'étaient toujours pas arrivés.
Okay? C'est pour ça qu'ils ont chuté. Okay? Mais parce que la plupart d'entre eux ont été évalués avec la grille de 96. OK? OK. Donc, bon, ben justement, parlant du français, tiens. Vous avez ici la distribution, alors en gris pâle, ici vous avez les pointages, la distribution des pointages qui ont été attribués pour le fait par les pointages pour le français, OK, pour la grille de 2006, et vous avez celle de 96, OK. Alors vous voyez que dans l'ensemble, il n'y a pas tellement de différence. Les nombres de pointages, ici il y a proportionnellement plus de monde là. Les échelles sont positives dans les deux sens, là, OK. Alors il faut vraiment regarder la longueur relative là, ce qui fait que là, en moyenne, les gens avaient les mêmes connaissances de français. Ça, c'est les pointages, là. Okay? Les pointages de la grille pour le français. Alors, vous voyez que beaucoup de gens ont 14, 15, 16 points pour le fait de parler français. Par contre, quand vous regardez les personnes seules ou en couple, mais il ne faut pas dire couple, si je me souviens bien, mais les personnes qui ont été sélectionnées, vous voyez que les personnes seules parlent beaucoup plus français que celles qui ont été sélectionnées sur la base du couple. Alors, je présume que dans ça, il y avait un conjoint. Non, c'est les requérants. Donc, les requérants parlent moins français, ou du moins ont moins de pointage attribués au français que ceux qui sont arrivés sans conjoint au moment de la sélection. Okay? Mais on va voir que la rapidité d'insertion est intimement liée au fait qu'on est en personne seule ou en couple. Or, les personnes seules parlent beaucoup mieux français. Okay? Alors, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on vérifie. Alors, bon, encore une fois, purement descriptif. La durée moyenne en jours avant le premier emploi et le premier emploi qualifié. Alors, si vous regardez ici le premier emploi, pour les individus sélectionnés selon 2 grilles, okay, vous voyez ici que la durée, le nombre de jours que ça prend pour trouver un premier emploi, c'était 236 ici contre 121 ici. Bon, ici, je le mentionne en footnote, là, je ne tiens pas compte des gens qui étaient, comme on m'a dit, censurés. Là, ce que je fais, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais trouvé d'emploi. Il y en a très, très peu qui n'ont pas trouvé d'emploi, mais je ne les compte pas. OK? Je vais en tenir compte plus tard. Mais ça vous donne une idée de la chute, OK, de la durée avant de trouver un premier emploi. Ça peut être conjoncturel, ça peut être le cycle économique, ça peut être plein de choses. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une chute dramatique dans les durées avant de trouver un premier emploi. OK? Mais ceux qui n'en ont pas trouvé, ils ne sont pas là. Alors, ça biaise en faveur des gens de 2006, parce que beaucoup de gens de 2006, au moment de l'enquête, n'avaient toujours pas d'emploi, mais ils ne sont pas là. OK? On a seulement pris les gens de 2006 qui ont trouvé un emploi. C'est allé très vite. Par contre, si on regarde les fonctions de survie dans l'inactivité, ce que j'appelle, vous avez ici le nombre de semaines depuis l'arrivée. OK? Et le nombre, ça, c'est la survie dans l'inactivité. Et ce que vous voyez, c'est que les gens de la grille, ça, là, c'est sur les 3 premières années, je pense. Non, sur toute la période. Donc, vous avez ici en ligne bleue, là, la survie dans l'inactivité. Et ce que vous remarquez, c'est que les immigrants sélectionnés avec la grille de 2006 ont une survie dans l'inactivité beaucoup plus faible. Donc, ça veut dire qu'ils trouvent un emploi plus vite. Et là, je tiens compte des censures. Des gens qui n'ont toujours pas trouvé d'emploi, là, c'est pris en compte. Et ce que vous voyez, donc, c'est qu'il y a une différence importante, là, entre les deux. OK? Alors, qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que ce sont les caractéristiques des individus? Ou est-ce que c'est la façon qu'on les sélectionne? Est-ce que c'est... Alors, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer un petit peu plus tard. Et ici, c'est pareil, c'est la durée avant de trouver un premier emploi. Un emploi qualifié, pardon. Et là, c'est la même chose. Il y a une chute. Ça prend combien de semaines avant de trouver un emploi qualifié? Il y a une chute assez marquée parmi les prestataires, je travaille avec les sociales, pour les immigrants sélectionnés avec la grille de 2006. Il y a une différence assez, mais statistiquement très significative. OK? Alors, dans le rapport, je découpe ça en fonction des couples ou pas. Je fais toutes sortes mais essentiellement, le message qu'on voit, c'est que les gens sélectionnés avec la grille de 2006, on voit qu'il y a une différence très nette par rapport à ceux qui ont été sélectionnés avec la grille de 96. Okay? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est des constants empiriques. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'aller voir un petit peu quels sont les facteurs qui expliquent ce genre de... Est-ce qu'on peut relier ça à des caractéristiques ou à des changements dans les grilles? Alors, ce que je vais faire, donc, je vais m'intéresser au premier emploi qualifié. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a demandé de faire. Et moi, j'ai rajouté, ça prend combien d'emplois non qualifiés avant d'en trouver un qualifié? Okay? On va regarder ça. Et ça, c'est ce que j'appelle le modèle logistique Poisson. Je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. Ensuite, l'accès au premier emploi, mais je vais faire un modèle de durée standard. Okay? De Cox, là, c'est simple. L'accès au premier emploi qualifié, la même chose. On prend un modèle standard de durée. Et
l'analyse de ce qu'on a appelé au ministère la déqualification. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir un emploi qualifié nous mène toujours dans des emplois qualifiés ou est-ce qu'il peut y avoir un phénomène de déqualification? C'est-à-dire que quelqu'un trouve un emploi qui correspond à ses compétences et le perd ou change d'emploi et le changement mène vers un emploi pour lequel il est surqualifié. Alors ça, je vais aussi modéliser ça avec ce qu'on appelle le modèle logistique dynamique. Okay? Alors, commençons par le nombre d'emplois avant de trouver un emploi qualifié. Alors, ce que je fais ici, puis je ne passerai pas à travers ça, parce qu'il y a à peu près 7 ou 8 tableaux dans le rapport qui portent là-dessus, mais je vais expliquer l'intuition. Ces modèles-là, ce qu'ils permettent de faire, c'est de se poser une question. Il y a deux parties. Le modèle estime deux choses. La première, c'est quelle est la probabilité de trouver un emploi qualifié? Et la deuxième, conditionnellement d'en avoir trouvé un, ça prend combien d'emplois non qualifiés avant d'en trouver un qualifié? Parce que si on ne distingue pas les deux, on va simplement regarder, ça prend combien d'emplois pour en trouver un? Il y a des gens qui n'en trouvent pas. Alors, il y a des gens qui n'en trouvent pas, il y en a qui en trouvent, et on va donc dissocier les deux, c'est-à-dire quel est l'effet des différentes variables sur le fait d'en trouver un, et par ailleurs, ça prend combien d'emplois avant d'en trouver un. Okay? On distingue les deux. Alors, ce que je fais, je commence tout simplement par regarder tout simplement le fait d'être en couple versus le fait d'être sélectionné avec une grille ou l'autre. Et ce que ça dit ici, là, très simplement, les personnes qui arrivent en couple, si on tient compte de rien, ont une probabilité plus faible de se trouver un emploi qualifié. Quand on regarde uniquement une variable dichotomique, est-ce que je suis sélectionné avec une grille ou l'autre? Ce qu'on remarque, c'est que le fait d'être sélectionné avec la grille de 2006 n'a pas d'effet sur la probabilité d'avoir un emploi qualifié, mais diminue sérieusement le nombre d'emplois que j'ai besoin d'occuper avant d'en trouver un qualifié. Okay? Et ce que je fais par la suite, là, je les mets les deux. Ça ne change rien. Et là, je commence à tenir compte de plein de choses. La scolarité, ensuite, le pays de provenance, caractéristiques du conjoint, je continue. Le tableau va jusqu'au mur là-bas. OK? Alors, le logite, c'est l'effet marginal. Le poisson, non, c'est le paramètre exponentiel, 1 moins paramètre. Okay? 1 moins l'exponentiel du paramètre. Donc mais ici, c'est l'effet marginal, effectivement. Alors, ce qu'on voit ici, là, c'est que ces variables-là ont un effet explicatif assez important, mais à mesure que je rajoute des variables, l'effet de la grille et l'effet d'être en couple personne seule a tendance à partir, à diminuer et à se volatiliser. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas tellement ça, ce sont les caractéristiques des gens issus de ces différentes grilles-là qui font que ça me prend plus ou moins d'emplois et que j'ai une probabilité plus ou moins grande de trouver un emploi qualifié. Okay? Donc, en contrôlant de plus en plus, et on voit que c'est très significatif, ces variables-là, et de façon peut-être pas surprenante, là, si on regarde ici le pays d'origine, on voit que on compare le sous-continent de provenance par rapport à l'Europe occidentale ou les États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est que la probabilité de se trouver un emploi qualifié est nettement plus faible. Nettement plus faible. Okay? Alors ici, il n'y a pas beaucoup d'effet sur le nombre d'emplois. C'est pas étonnant parce que ces gens-là, la plupart n'ont pas la plupart, mais certains d'entre eux n'ont pas d'emploi qualifié. D'accord? Donc, si on compare ces différents pays-là avec l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, ben, on voit que ces gens-là ont beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi qui correspond à leurs compétences et que de façon générale, ils ont besoin de plus d'emplois, bien que ils vont occuper plus d'emplois non qualifiés avant d'en obtenir un qualifié, mais l'effet n'est pas toujours significatif parce que beaucoup d'entre eux n'en ont pas. Okay? Et on continue comme ça. Et puis, alors, si vous prenez tous ces tableaux-là dans le rapport, les conclusions sont les suivantes. Alors, environ 10% des requérants n'ont pas trouvé d'emploi entre leur arrivée et la date de l'enquête. Okay? Alors, on m'avait demandé au ministère, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer pourquoi? Il y a 10% des gens qui n'ont pas d'emploi du tout. Okay? Alors, ce que je montre ici, c'est qu'il y a très, très peu de facteurs qui peuvent prédire ça. Il n'y a rien qui explique ça. Les 10% des immigrants qui n'ont pas trouvé d'emploi, on ne peut pas le prédire. Il n'y a pas de caractéristiques qui expliquent pourquoi ces 10%-là n'en ont pas eu relativement aux 90% des autres. Okay? Le seul critère de sélection qui a un impact positif, c'est les séjours antérieurs au Québec. Okay? Et ça, c'est défini, tu pourras me corriger, mais beaucoup d'entre eux, ce sont des anciens étudiants. Oui. Pas les touristes qui sont venus voir les baleines à Tadoussac, là. Ou travail. Oui, c'est ça. Donc, ils sont venus au Québec pour un séjour d'études ou de travail. Et ça a un effet, et ça, c'est systématique partout. Le fait d'être venu, soit pour étudier, soit travailler,
Ça a un effet très net sur l'insertion d'emploi. OK? Des effets de cycle économique, tu parlais de... Oui, je mets des demi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je mets ça, je mets les saisons. Es-tu arrivé en février à Québec avec 2 pieds de neige? Là? Non, il n'y a rien. Les années d'admission, pareil. Okay. On ne capte rien. OK? Alors, maintenant, combien d'emplois nécessaires? OK? Alors, si on regarde, ça prend combien d'emplois? Ben, dans les données, on trouve que 45% des requérants ont occupé au moins un emploi qualifié. Okay? Donc, la moitié, à peu près, en ont trouvé un qui correspondait à leurs compétences. Et ce sont des gens hyper scolarisés. Okay? Donc, ils ont trouvé des emplois qui correspondaient. Alors, la scolarité joue un rôle important pour trouver un emploi qualifié. La connaissance de l'anglais, tout comme les séjours antérieurs au Québec, importe beaucoup. Alors, évidemment, si on regarde les résultats, on trouve que parler français, ça n'a pas d'effet. Okay? Mais c'est pas compliqué, c'est parce que tout le monde parle français, ou à peu près. Donc, à la marge, parler français, on ne peut pas mesurer l'effet de parler français parce que la plupart des gens le parlent. La plupart. Donc, alors que l'anglais, c'est pas le cas. Oui? Le coefficient n'était pas significatif, j'ai remarqué. Non, là, c'est une synthèse de tous les tableaux. Oui, OK. OK, parce qu'à un moment donné, je vais stratifier entre les différentes grilles, hommes, femmes, et ça, c'est une espèce de synthèse de tout ça. OK? C'est pas le tableau que j'ai montré là. OK? Mais c'est un bon point. OK? Donc, la connaissance de l'anglais, ça ressort tout le temps, ça ressortait dans le rapport de Renault. Les séjours antérieurs, ça ressort dans le rapport, ça sortait dans le rapport de Renault. Oui? Te rappelles-tu le pourcentage qui ont eu un séjour antérieur parmi le Oui, je l'ai. Là, tu me fais reculer pas mal, là, mais il me semble que oui. Ou c'est des pointages qu'on donnait un petit peu. C'est-tu... un petit peu... Oui, je l'ai vu. Séjour au Québec. Ah, OK. Ah, c'est pas... Mais c'est des pointages, hein. C'est des pointages. Donc, tu vois que ça a menté un petit peu. Est-ce que c'est significatif? Je ne sais pas. Mais ça donne pas le pourcentage. Non, c'est le pointage qu'on attribue aux gens pour avoir ou non avoir eu. Je me souviens pas des pointages qu'on attribue à ça. Je me souviens pas. Les dérogations, pareil, ce qu'on appelle une dérogation, c'est des gens qui avaient qui ne respectaient pas les pointages de la grille, mais qui ont été sélectionnés malgré tout. Hein? Ça a pas bougé. Et puis les emplois assurés, c'est des pointages qu'on donnait pour des gens qui avaient un emploi garanti en arrivant. Okay? Pareil, ça a même diminué par rapport à... Oui? Sur la grille d'environ 55 points, 50 points, ça représente 5 points présentement, le séjour au Québec. Je pense pas que ça change beaucoup. Peut-être. Non, mais ce qu'il me demandait, c'est est-ce que c'est des pourcentages ou est-ce que non, c'est des points. C'est la moyenne des points. Fait que ceux qui sont jamais venus au Québec, ben, ont 0. Fait que je sais pas ce que ça représente. Je serais curieux de savoir si c'est la majorité des immigrants, par exemple, d'Europe, qui ont déjà fait Mais en fait, dans les régressions, on en tient compte. Okay? Différents types de séjours donnent différents types de pointage. C'est ça qui fait qu'il y a oui, tout à fait. Si c'est un an de travail, mettons, c'est 5 points. Ouais, mais c'est pour ça, dans les régressions, là, tu le vois pas, là, formation, expérience, je l'ai en quelque part, là, séjour au Québec. OK? Fait que les points, tu vois ici, là, ben, tu le vois, tiens. Les séjours au Québec, si tu as eu des séjours, ça baisse significativement le nombre d'emplois que tu dois occuper avant d'en trouver un qui correspond à tes compétences. Et ça, c'est robuste. OK? Donc, il faudra augmenter leur frais de scolarité. Tu veux pas l'avoir? Oui, non, mais ils vont payer de l'impôt. OK? Mais tu vois, c'est significatif, là. Et ben, c'est un bon point. Regarde, le fait d'avoir eu des séjours au Québec, hein, ça augmente la probabilité que tu trouves un emploi qui correspond à tes compétences et ça diminue le nombre d'emplois que tu dois occuper avant d'en avoir un. Okay? C'est probablement des gens qui ont étudié ici ou qui ont travaillé ici. Donc, c'est assez facile pour eux de se faire valoir auprès des employeurs. Oui. À tel point qu'il y a un programme qui a été implémenté après ça, en 2012, ça s'appelle le programme Expérience Québec. Ça valorise le fait d'être au Québec. Puis c'est comme une sorte de fast track qui permet de rentrer parce qu'on est étudiant ou qu'on a un travail au Québec déjà quand on demande plus. Ben, tu vois, ça semble corroborer ça. C'est clair. Comment? Je pense que vos conclusions ont servi. Je sais pas trop, mais ça, Renault avait ça. Oui, c'est peut-être Renault dans ce cas-là. Non, c'est moi. Renault avait ça. Et moi, je le trouve aussi. OK, ça confirme. On le voit, c'est robuste. Peu importe ce qu'on fait, c'est toujours vrai. Okay? C'est la variable la plus importante. Les séjours passés au Québec. Et de loin. OK? Donc, j'étais rendu ici. Donc, les couples originaires du Maghreb et de l'Asie de l'Est, OK, éprouvent nettement plus de difficultés à trouver un emploi qualifié et doivent occuper davantage d'emplois non qualifiés avant d'espérer de pouvoir en trouver un. OK? Alors, là, je ne passerai pas à travers tout ça, mais
le dernier point est important. Les personnes dont la profession était liée au domaine de la santé dans leur pays d'origine sont celles qui éprouvent le plus de difficultés à trouver un emploi qualifié. Ça ne m'étonne pas. Okay? Mais ça aussi, c'est robuste. Okay? Alors, si on regarde maintenant la durée avant le premier emploi, pareil, je fais la même chose, là. Donc, le tableau continue, là. Donc, et puis c'est stratifié de toutes sortes de façons. On commence par quel est l'effet d'être en couple versus la grille de sélection. Et les paramètres, ça, c'est des paramètres par rapport au taux de sortie de l'inactivité. Donc, quand c'est plus petit que 1, c'est négatif. Ça prend plus de temps. Quand c'est positif, quand c'est plus grand que 1, c'est que ça va plus vite. OK? Donc, ce que vous voyez ici, c'est pareil. C'est que si on fait juste tenir compte du fait que je suis en couple ou pas, ou si j'ai été sélectionné qu'une grille ou l'autre, vous voyez que les couples, ça leur prend plus de temps avant de trouver un emploi. Parce que le paramètre est plus petit que 1. Ici, les gens qui ont été sélectionnés avec la grille de 2006, c'est plus grand que 1, donc ça va plus vite. Ça prend moins de temps de trouver un emploi. Et quand je mets les deux variables, ça change pas. Ils sont très robustes. Mais à mesure qu'on rajoute des variables, encore une fois, on voit ça disparaître. Parce qu'en fait, ça, là, c'est significatif parce que je tiens pas compte du reste. Or, le reste est fonction de ça. OK? C'est les grilles qui ont changé les pointages, c'est les grilles qui ont changé le fait d'être en couple ou pas. C'est que les caractéristiques des gens qui sont en couple sont différentes des autres. Et quand on se met à tenir compte de plein de choses, ben ça change complètement le portrait. Puis c'est pas vraiment ça qui compte, c'est encore une fois, c'est ça. Et vous voyez ici, séjour au Québec, très, très significatif et très robuste. Ça veut dire que ceux qui ont eu des séjours antérieurs, c'est un fast track. Ils rentrent plus vite en emploi. OK? Et ça ne disparaît jamais. La connaissance d'anglais, même chose. OK? Ça accélère l'entrée en emploi. Les femmes ont un taux d'entrée plus lent que les hommes. C'est plus petit que 1, donc elles sortent moins rapidement de l'inactivité. Puis ben pareil, vous voyez ici les pays là, relativement à l'Europe occidentale et aux États-Unis, c'est très faible. OK? Oui. Compte tenu de ce que vous venez de dire par rapport aux gens en couple, par rapport aux personnes seules, je me demande si vous avez une raison théorique ou pourquoi vous mettez l'emphase dans vos premiers modèles sur comparer les couples par rapport aux autres. Je me demande juste pourquoi je suis curieux. Parce qu'au tout début, c'était pas dans le mandat du tout, mais au tout début, moi, quand j'ai commencé à analyser les données, j'ai vu, c'est ce que j'ai présenté au début, là, il y avait des différences marquées entre les gens qui avaient été sélectionnés alors qu'ils avaient un conjoint et ceux qui ne l'étaient pas. Et c'est frappant, OK? Et pourquoi c'est comme ça? C'est pas du tout c'est pas du tout une variable significative au total. Le fait de trouver un emploi est beaucoup plus relié au fait d'avoir séjourné au Québec, d'avoir... Oui, mais c'est parce que, justement, c'est pour ça qu'on fait de la statistique. Ouais. Si tu fais juste des moyennes, ouais. OK, tu vas dire, hey, c'est complètement différent. Mais une fois que tu commences à faire tenir compte du reste, ouais. C'est là que tu élimines ces effets-là. Oui. OK? Alors, si tu présentes un tableau, tu dis au ministre, monsieur le ministre, ou madame à l'époque, madame la ministre, les gens en couple ont beaucoup plus de difficultés, mais tu dis, ouais, mais en fait, c'est pas ça, c'est ça. Mm-hmm. OK, s'entend. Je me demandais pourquoi. Ce que tu cherches à faire, là, si tu pars du cas le plus simple possible, est-ce que la grille a un effet? Oui. Mais à mesure que je tiens compte des caractéristiques des gens issus de ces grilles-là, ben là, tout disparaît, puis ce qui compte, c'est ça. Oui? Oui, mais là, je ne vois pas toutes les variables. Est-ce qu'on a toutes les variables qui se retrouvent à donner des points dans la grille de sélection? Oui. Dans vos modèles complets? Oh, pardon. Oui. Alors, parce que là, ça continue plus bas. OK? De laisser la variable grille de sélection va peut-être retenir un peu l'effet. Non, parce que ça veut dire que c'est pas parfaitement collinéaire, hein, parce que le fait de, si je laisse la grille là, puis je mets tout le reste, en fait, presque tout le reste, OK? Si je pourrais l'enlever, mais le fait que je la laisse là, c'est parce qu'il y a pas, les pointages sont pas parfaitement associés à c'est-à-dire, comment je pourrais expliquer ça? La relation n'est pas parfaite entre les pointages et la grille. OK? Donc, je la laisse, mais si je l'enlève, ça change strictement rien à ça. OK? Mais tu as raison. Si je mets toute la grille, mais en fait, je mets pas toute, en fait. Parce qu'il y a des variables pour lesquelles il y a pratiquement personne. OK? Alors, en la laissant là, ça ramasse le fait résiduel, si tu veux. C'est un très bon point. Mais essentiellement, c'est ça qui explique. Le pouvoir explicatif, il vient de là. Lui, il perd complètement son pouvoir explicatif. OK? Benoît, t'avais? Dans le cas de la durée, tu trouves des effets de cycle économique? Je vais te le dire. Je pense que j'en parle pas. Non, aucun. Pareil. Alors, le tableau continue, là. OK? Mais je l'ai tronqué pour pouvoir le présenter, là. Mais je pense que non. Je pense que non. Aucun cycle économique, il n'y avait rien.
Mais Renaud ne trouvait ça non plus. Il n'y avait pas de... OK? Alors, les résultats de tous les tableaux, OK, si on peut les synthétiser de façon simple, là, c'est qu'il existe des différences thématiques dans la durée nécessaire pour trouver un premier emploi entre les personnes seules et les couples d'une part et la sélection. Par ailleurs, ces différences sont essentiellement attribuables aux critères de sélection. OK? Aux caractéristiques des récurrents, et dans une moindre mesure, la conjoncture. Tu vois? Alors, il devait être significatif. OK? Alors, les analyses recoupant l'ensemble des échantillons, on va passer par-dessus ça. Alors, les seuls critères de sélection qui ont un effet systématiquement positif sur la rapidité d'insertion d'emploi sont les séjours antérieurs au Québec et la connaissance de l'anglais. Encore une fois, c'est pas parce qu'on parle le français ne joue rien, c'est parce que on ne peut pas mesurer l'effet du fait de parler français. Il y a trop de personnes qui parlent le français. Il n'y a pas assez de variabilité dans cette variable-là. Okay? De façon générale, les femmes ont plus des durées d'attente plus longues que celles des hommes. Et encore une fois, les requérants du Maghreb et de l'Asie de l'Est sont ceux qui subissent les délais les plus longs. Okay? Oui? Exactement, la raison, quand vous dites tout le monde parle français, donc on peut pas mesurer l'effet, qu'est-ce que vous voulez dire par tout le monde parle français? La plupart des gens le parlent. Des immigrants? Oui, oui. Quand tu regardes... Je pensais que c'était 50% des immigrants parlaient français. Non, là, c'est des immigrants hautement scolarisés. Les travailleurs qualifiés ça, là. sont très caractérisés. Regarde les pointages de la grille, là. Ils sont toutes là, là. Ça, c'est des gens qui parlent tout français, là. OK? Donc, il y en a très, très peu qui ont une connaissance assez faible du français. OK? Donc, je ne peux pas mesurer l'effet de parler français. La plupart le parlent. Merci. OK? Je t'ai rendu ici. Premier emploi. Bon. Premier emploi qualifié. Pareil. Alors, je fais le même type d'analyse. Et regardez encore une fois, là, la significativité de la scolarité. OK? Si je recule de l'autre tableau, c'était aussi significatif, mais c'était moins évident, là. Ici, ça va, là, mais à mesure que je rajoute des variables, on voit que la scolarité perd un peu de son influence. Ça, c'est le premier emploi. Mais quand on regarde premier emploi qualifié, ben là, c'est une évidence. OK? Oui? Le sens est complètement Ça à change l'opposé. aussi. C'est-à-dire? Ben, si tu vois uniquement le premier emploi, la scolarité va... T'as raison. Ben oui, ben oui. Ben oui. Tout à fait. Donc, c'est plus petit que 1. Oui, probablement que ça va venir dans mes conclusions tantôt, là. Plus petit que 1. Donc, le fait d'avoir une maîtrise ou un doctorat te nuit ou t'attends plus longtemps. Tu te contentes pas d'un emploi, OK? Tout à fait. Très bon point. Je l'avais même pas pensé. Donc, effectivement, merci Jean. Vous voyez que ces paramètres-là sont plus petits que 1. Donc, les gens très scolarisés, ça leur prend plus de temps de trouver un premier emploi. OK? Probablement parce qu'ils sont plus regardants. OK? Tout simplement, ils veulent pas un emploi chez McDo. D'accord? Ou conduire des taxis. Quand vous regardez les emplois qualifiés, tout à fait. Là, vous voyez que pour trouver un premier emploi qualifié, le fait d'avoir une maîtrise, un doctorat, un bac ou un poste secondaire, ça accélère nettement votre entrée dans un emploi qualifié. Tout à fait. Oui? On définit un emploi qualifié. OK. Ça, c'est... OK. Alors, un emploi qualifié, c'est que ta scolarité est graduée. OK? Là, on te donne des points. Alors, c'est 1, 2, 3, 4. Selon que tu as moins que secondaire, post-secondaire, maîtrise. Etc. Les emplois, on demandait aux gens quel emploi ils occupaient. Et là, c'est pas toi qui avais fait tout ça, ce travail-là? Une partie, oui. Donc, c'est basé sur les codes, les SIC codes, comment on dit en français? CNP. Les CNP, les codes nationaux de profession. OK? Et donc, selon l'emploi occupé, on va dire, cet emploi-là, normalement, requiert ce niveau-là. Alors, quand il y a un appariement entre les deux, on dit que c'est un emploi qui correspond à ses compétences. OK? Moi, j'ai certaines réticences, mais j'ai un de mes étudiants de maîtrise qui m'a montré que ça marche. Vraiment. Et donc, qualifié, ça veut dire correspondant Oui. aux compétences. Oui. C'est la même chose. Oui, c'est-à-dire pas qualifié dans le sens où j'occupe un emploi qui normalement exige mon niveau de scolarité. Okay. Mais comme c'est long de dire ça, on parle d'emploi qualifié. Okay? Mais c'est pas qualifié dans le sens... okay? Tout à fait. Et là, pareil, vous voyez, là, les femmes, il n'y a plus de différence tellement avec les hommes. Okay? En fait, il n'y en a pas statistiquement. Mais on voit encore une fois que comparé aux Américains ou aux Européens de l'Ouest, on a des problèmes. Et là, pareil, pour ta gouverne, Benoît, oui, il y a des effets là sur la conjoncture. OK? Mais je peux pas tout montrer. Et donc, la conclusion de toutes ces analyses-là est la suivante. Alors, une scolarité accrue diminue de façon considérable le temps requis pour trouver un emploi qualifié.
Seuls les séjours antérieurs au Québec et la connaissance de l'anglais ont des effets significatifs sur la rapidité de trouver un emploi qualifié. Okay? Encore une fois, c'est toujours ça. C'était ça chez Renault, c'est ça chez moi. Le temps d'attente des requérants d'origine de l'Asie de l'Est sont 5 fois supérieurs à ceux des requérants des États-Unis ou de l'Europe de l'Ouest. Est-ce que ça peut expliquer pourquoi ils sont sous-représentés dans l'échantillon? Ils sont partis du Québec. Ceux qui sont restés, c'est vrai que ça leur prend beaucoup plus de temps, mais ceux qui sont partis, ça aurait été encore pire pour eux, ou ils ont eu des opportunités ailleurs. En tout cas, ça soulève une question, pourquoi il y a quand même un lien entre, malgré que ceux qui sont restés, qui sont de l'Asie de l'Est, sont restés, ce sont eux qui ont les délais les plus longs avant de trouver un emploi qualifié. Oui? Vous parlez de séjour antérieur. Est-ce qu'un séjour touristique fait partie? Je pense que oui, mais il n'y a pas une durée minimale, je me souviens pas. Je pourrais pas dire, mais effectivement, séjour touristique en fait partie. Mais je pense que, comme on disait tout à l'heure, là, c'est surtout les séjours pour études, pour travail. Non, ça marche par période de temps. Là. Je pense qu'il y a 1 mois, 3 mois, 6 mois, puis on ne spécifie pas là, l'objet de la visite. C'est ça, mais sauf qu'il y a un pointage attribué en fonction de la durée de séjour. Oui, ça, il y a un minimum, là, parce que une semaine à 2 jours à Québec, c'est pas... Non. Mais c'est pas très long, là, le minimum. Un mois à Tadoussac, OK. Non, mais... Il y aurait des points pour ça. C'est 1 mois, là. Ah, il peut regarder baleine pendant un mois. Mais, OK. Alors, finalement, bon, encore une fois, les requérants dont la profession antérieure est liée à la santé doivent patienter davantage que toutes les autres professions avant de trouver un emploi qualifié. OK? Encore une fois, on peut comprendre pourquoi. Alors, finalement, dernier phénomène auquel je me suis intéressé et auquel on m'a demandé de réfléchir, c'est ce qu'on appelle la déqualification. OK? Alors, la déqualification, qu'est-ce qu'on entend par ça? Ben, c'est jusqu'à maintenant, là, on s'est intéressé, ou on m'avait demandé de m'intéresser. Ça prend combien de temps avant de trouver un emploi qualifié? OK? Alors, dans le jargon statistique, on appelle ça un état terminal. On arrive là, puis on finit. Sauf qu'il peut arriver qu'on perde son emploi, puis qu'on en trouve un autre qui soit moins qualifié. Alors, c'est ce que je dis ici, là. L'obtention d'un emploi qualifié peut être suivie par une perte d'emploi qui mène vers une transition dans un emploi non qualifié. C'est pas impossible. S'il se trouve que les emplois qualifiés sont souvent des suivis d'emplois non qualifiés, pourquoi on s'intéresse au premier? Parce qu'en fait, le premier emploi qualifié peut être un emploi temporaire. Puis c'est un état c'est aléatoire. On en a trouvé un par hasard, puis on a été chanceux. Alors, c'est ce que je vais faire. Et je vais vous montrer ici un tableau intéressant. Alors, ce tableau-là, c'est le nombre de transitions dans l'échantillon entre emploi qualifié et emploi non qualifié, conditionnellement à occuper au moins un emploi qualifié. Okay? Alors, j'ai sorti de la base de données tous ceux qui avaient au moins une fois un emploi qualifié. Et je regarde les transitions de ces gens-là. Alors, je vais commencer par l'ensemble de l'échantillon. Et ce que ce petit bout de tableau-là vous dit, c'est que sur les 2337 transitions que j'observe dans la base de données, de non qualifiés à non qualifiés, il y en a 537. Ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient un emploi qui ne correspondait pas à leurs compétences, ils ont changé d'emploi et dans le nouvel emploi, ils avaient toujours un emploi qui ne correspondait pas à leurs compétences. C'est 23% du total des transitions, c'est de non qualifiés à non qualifiés. Des gens qui avaient un emploi non qualifié vers qualifié, il y en avait 610. Donc, 26% des transitions sont de non qualifiés à qualifiés. Les transitions de qualifié à non qualifié, c'est pas zéro. Ça veut dire que quelqu'un a pu trouver un emploi qui correspondait à ses compétences, le perdre, retrouver un emploi qui ne correspondait plus à ses compétences. Il y en a 340, okay, qui avaient un emploi qualifié, qui se sont retrouvés dans un emploi non qualifié. Et finalement, de qualifié à qualifié, il y en a 850. 36% des gens qui avaient un emploi qualifié ont changé d'emploi pour un autre emploi qui correspondait à leurs compétences. C'est ce qu'on appelle une matrice de transition. Okay? Et je la fais pour différentes grilles, pour différents... Et il y a une différence assez marquée là entre les différentes grilles et entre les différents statuts au départ. Okay? Mais essentiellement, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Je n'ai pas assez d'observations ici pour faire de l'inférence, alors je vais m'intéresser à l'ensemble d'échantillons. Oui? Oui, là, on parle des emplois qui peuvent durer une durée indéterminée. Oui. Ça fait des très courts emplois. Tout à fait. Non, mais c'est parce que la question que je soulevais dans le rapport, c'est pourquoi on s'intéresse au premier emploi qualifié? Parce que le premier peut être suivi d'un emploi non qualifié. Ça peut être un emploi très, très, très court. OK? Alors, ça dit quoi, ça, sur l'insertion d'emploi, si tu occupes un emploi qualifié, puis après 3 semaines, tu le perds? OK? Alors, je me suis intéressé à ces transitions-là. OK?
Et ce qu'on appelle dans le jargon, on appelle ça un modèle je l'appelle ici, là, je vais vous le montrer, là, l'effet de persistance. OK? Est-ce que je persiste dans le même type d'emploi une fois que j'en ai occupé un? Alors, pareil, là, je divise le tableau entre les gens qui étaient seuls là, au moment de la demande d'immigration versus les gens qui avaient un conjoint, là. OK? Et pareil, si vous regardez ça ici, ce sont les effets, ça c'est la probabilité d'occuper un emploi qualifié. Conditionnellement à en occuper au moins un pendant cette période-là. OK? Et donc, vous voyez que plus vous êtes scolarisé, plus il est probable que vous occupiez un emploi qualifié. OK? À un moment donné ou à un autre. Et c'est vrai pour les deux, mais c'est surtout vrai pour les personnes qui sont arrivées sans conjoint. Alors que ceux qui sont en couple, c'est moins vrai. C'est vrai, mais c'est moins vrai. OK? Regardez les séjours au Québec. Pareil, c'est toujours vrai, ça. C'est très robuste. Le fait d'avoir eu des séjours antérieurs au Québec font en sorte qu'il est beaucoup plus probable que vous soyez dans un emploi qualifié à un moment donné ou à un autre durant cette période-là. Et si je regarde, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça ici. Ah, ben tiens, ici. Regardez, là. Ce que j'ai appelé des changements réglementaires qui n'en sont pas vraiment un, là. Autonomie financière, là. À partir du moment, là, c'est simplement une demi. Est-ce que tu es arrivé avant ou après décembre 2004, pardon. 2004. Alors, ici, c'est une demi. Est-ce que tu es arrivé au Québec avant ou après? OK? Alors, ceux qui sont arrivés après décembre 2004, il y a un effet positif. OK? Puis là, je mets, on ne le voit pas, mais la conjoncture est là, des demi-annuels est là. Alors ça mesure quoi? C'est l'effet d'être arrivé après décembre 2004 sur la probabilité de trouver un emploi ou d'occuper un emploi qualifié à un moment donné ou à un autre. Et c'est significatif et assez élevé. OK? C'est un effet, ça, assez élevé. C'est vrai aussi pour les personnes en couple. D'accord? Et je tiens compte d'un dernier effet, c'est ce qu'on appelle des effets de persistance. Est-ce que ton premier emploi était qualifié ou non? Si le premier emploi occupé était qualifié, tous les emplois subséquents sont plus susceptibles d'être des emplois qualifiés. OK? Est-ce que ton emploi précédent était qualifié? S'il l'était, la probabilité que tu occupes en ce moment un emploi qualifié est très élevée. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un effet de persistance. OK? Ça veut dire qu'en occuper un une fois, il est très peu probable qu'on retombe dans un emploi non qualifié, une fois qu'on tient compte de toutes les caractéristiques des individus. OK? Donc, et l'effet est relativement fort. Il est plus fort chez les gens seuls que chez les gens avec conjoint. Mais il est quand même significatif ici aussi. Donc, les deux résultats se maintiennent pour les deux types de ménages. Et donc, il y a un effet de persistance, effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'occuper un emploi qualifié m'amène à un emploi qualifié le lendemain. OK? C'est pas vrai. Alors, je sais qu'avant que Benoît me le demande, là, il y a plein de variables entre les deux. Il y a une coupure dans le tableau. Là. J'ai collé deux parties de tableau. OK? Mais la conjoncture est là. Il y a toute la grille est là. Donc, quand même, l'autonomie contractuelle, c'est la moyenne après la période. C'est un effet de différence en différence. C'est-tu arrivé avant ou après? Ça peut ramasser plein de choses, effectivement. Okay? Mais bon, c'est pour ça que je porte pas trop attention. Là, c'est pour ça qu'il y a une mémoire de maîtrise qui porte exclusivement là-dessus. OK, mais je l'ai juste mis là pour voir est-ce qu'on détecte quelque chose dans les données, puis effectivement, on voit quelque chose. Mais quelque chose qui est un petit peu surprenant. Parce que tu aurais pensé que ceux qui sont arrivés après décembre 2004 ont été forcés de prendre un emploi plus rapidement que les autres, parce qu'il n'y avait pas, soi-disant, d'aide sociale. Et ce qu'on voit, c'est que ça a eu pour effet de précipiter, ça augmente la probabilité d'occuper un emploi qualifié. Moi, je me serais attendu à ce que ce soit négatif, ou du moins plus petit qu'un, là. OK, mais c'est pas ça qu'on obtient. OK? Bon, alors, je termine avec ça. Donc, les résultats, c'est qu'il existe une persistance importante. Donc, très peu d'emplois qualifiés se terminent par une transition vers un emploi non qualifié. Et encore une fois, les requérants qui ont séjourné au Québec dans le passé sont plus susceptibles de se maintenir dans des emplois qualifiés. Et la déqualification est relativement rare une fois qu'on a obtenu un emploi qualifié. Okay? C'est ce que l'ensemble des tableaux montre. Alors, les autres études, je vais terminer avec ça. Donc, les autres études, Léa Maud, Lompré-Verret termine son mémoire, ça porte sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Et là, on s'est posé comme question, compte tenu de ce que l'on sait sur les écarts salariaux entre hommes et femmes natifs,
dans les pays occidentaux, est-ce qu'on observe le même genre d'écart salarial entre les immigrants, mais hautement qualifiés? OK? Parce que ce sont tous des hommes et des femmes avec des bacs maîtrise doctorat. Et est-ce qu'on va observer le même genre de pattern à mesure que la carrière évolue entre les hommes et les femmes immigrants versus les natifs? Oui. Est-ce que vous prenez juste le requérant principal? Oui. J'ai pas le conjoint. Dans cette enquête, on ne l'a pas. On sait s'il a conjoint. On a quelques caractéristiques du conjoint, mais on n'a pas son salaire ni on n'a que les caractéristiques du requérant. Non, mais dans l'enquête, les questions étaient posées uniquement au requérant. Mais ça, on ne l'a pas. Fait qu'on prend le requérant principal, homme-femme, et on regarde un petit peu l'évolution des salaires. Okay? Des hommes et des femmes en moyenne. C'est ce que les gens ne savent pas des fois, c'est que le conjoint il est tenu en compte dans la sélection du requérant principal. Le fait que son conjoint soit jeune comme lui, ah oui, oui. Ça a un impact sur la sélection, mais là, mais c'est pour ça qu'on a posé la question tout à l'heure, c'est parce que quand je sépare les personnes seules des conjoints, ceux qui ont des conjoints, là, c'est parce que j'ai des caractéristiques du conjoint. Je connais sa scolarité, c'est au niveau... Les gens qui sont en couple et ont des enfants sont un petit peu plus vieux, donc ont plus d'expérience. Exactement, c'est pris en compte. Alors c'est pour ça que moi, je vous présente un tableau, mais il y en a toujours, je sépare conjoint sans conjoint, et quand je suis avec conjoint, je tiens compte des pointages du conjoint. OK? J'ai pas le choix. Parce que si on fait pas ça, si on met tout le monde ensemble, on ignore complètement le fait que quelqu'un a un conjoint qui est drôlement qualifié ou qui a beaucoup de pointage, on n'en tient pas compte. Alors, c'est pour ça que je les sépare, les deux. Oui? Et une question par rapport à la formation des gens. Est-ce qu'on tient compte de la formation faite ici au Québec et celle qui est faite à l'extérieur du Québec? Ça, c'est Marie-Albertine qui va faire ça. Okay? Autrement dit, toutes les formations qui sont faites au Québec, il faut évaluer l'effet que ça a sur ce genre de... Mais quand on voit ici, comme on voit le niveau de formation, quelqu'un qui a une maîtrise, un doctorat, est-ce que c'est des gens qui ont fait des études ici ou c'est des gens qui sont venus déjà avec... Ça, c'est les pointages qu'ils avaient à la demande. Donc, c'est chez eux. Ah, OK. Okay? C'est pas ici. Sauf que ce qu'ils ont fait comme formation ici, qui mène, en fait, avec un diplôme, on l'a. OK? Et ça va être pris en compte. Ça pourrait être des pointages d'ici si la demande est faite de quelqu'un qui est temporaire à partir d'ici ou qui a étudié au Québec et qui est retourné à l'étranger. Sauf qu'on ne sait pas, ça. Non, on sait pas. On sait juste que le niveau, mais on ne sait pas si... C'est ça. Si c'est ici ou si c'est ailleurs, effectivement. Mais je pense que la plupart des cas, c'est ailleurs, non? Je ne pourrais pas dire dans l'enquête. On avait regardé la provenance du diplôme avant, mais j'ai une mémoire. On ne l'a pas dans les fichiers administratifs. L'expérience chez eux, l'expérience de travail qu'ils avaient chez eux, on le sait, avant d'arriver? Il y a des points à la grille de sélection pour l'expérience de travail, mais je ne pensais pas qu'on aussi ou à l'extérieur. Et dans l'enquête, on n'avait pas posé la question. S'il y a des points au séjour au Québec, en fait, il y a deux choses. Il y a des données qui ont été amassées à partir de l'enquête. Donc, on posait la question aux gens et ce qui est présenté dans les modèles, c'est des points de la grille de sélection qui ont été jumelés aux réponses des personnes à l'enquête. C'est ça. Mais je me souviens très bien que dans les données administratives, il y a de l'information sur l'expérience de travail à l'étranger. Il y a des données sur l'expérience de travail, ça je suis sûre. À l'étranger, je me suis pas mal convaincu qu'on sait aussi le pays de provenance du diplôme, la formation. Oui, il y a plus de points qui est attribué pour les diplômes du Québec. C'est ça, on le sait ça. Pour l'expérience, par exemple, je pense. Ben, dans les fichiers administratifs. Okay. Dans les fichiers administratifs, on le sait, je me souviens pertinemment, là, OK? Mais la formation, on sait d'où provient le diplôme. On le sait. Alors là, j'en tiens pas compte. Mais effectivement, il faudrait faire une distinction entre ceux qui ont un diplôme d'ici, qui peut expliquer pourquoi la fameuse variable séjour ici est tellement importante, là. C'est qu'en fait, leur séjour, ils l'ont utilisé ici. Tout à fait. Okay? Alors, je vous dirai pas ce qu'on trouve, mais c'est très intéressant. OK? OK. Ensuite, Evans, lui aussi, vient de terminer. Puis, je sens que c'est intéressant. On peut déduire que... Non, tu peux rien déduire. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. OK. Donc, Evans, lui, s'est intéressé justement à ce fameux critère d'autonomie financière-là. Là. Puis lui, ce qu'il fait, il fait ce qu'on appelle des différences en différence, puis du regression discontinuity. Et il essaie de voir plusieurs choses. Est-ce que le fait d'imposer cette autonomie financière-là a accéléré l'entrée en emploi ou pas du tout? Et quel a été son effet sur les heures de travail? Est-ce que les gens travaillent plus ou moins? Est-ce que les gens gagnent plus ou moins? Donc, l'effet sur le salaire, l'effet sur la durée avant de trouver un emploi,
Donc, c'est ce qu'il fait avec 2 méthodes assez standards, donc différence en différence et regression discontinuity. Et là aussi, ce qu'il trouve, c'est extrêmement intéressant. Troisième, ben, c'est Mathieu. Mathieu, j'ai dit, écoute, là, moi, ces idées de salaire, pas de salaire, mais d'emploi qualifié correspondant à mes compétences, j'ai des doutes là-dessus. Okay? Un employeur, c'est toujours mieux que nous, s'il est qualifié ou pas, puis d'arrimer diplôme avec caractéristiques d'emploi, j'ai des doutes. Alors, ce qu'il a fait, ben, il a regardé quel est l'effet d'avoir un emploi qualifié, okay, qui correspond à ses compétences sur le salaire. Et en tenant compte du fait que ceux qui ont un emploi qualifié, ben, ils peuvent être un peu différents des autres. Il y a une espèce de sélection qui se fait, et ceux qui finissent par trouver un emploi qualifié sont différents des autres. Alors, on a tenu compte de différentes méthodes, on a pris différentes méthodes économétriques en compte pour essayer d'étudier l'effet de ça. OK? Et, on trouve des résultats intéressants. OK? Mais c'est extrêmement intéressant. Bon. Une autre étude, ben, j'en ai parlé un petit peu au début, là, c'était avec Charles Bellemare, mon collègue à Laval, et puis Nathalie Cuy, qui est une ancienne étudiante de Paris 1, qui est maintenant à la Banque du Canada. J'ai eu le bonheur de travailler avec elle à Paris, là, sur sa thèse de doctorat. Et Natalia, ben, ce qu'on fait à 3, on prend la BDIM, la fameuse BDIM, pour corriger les biais d'attrition potentiels dans l'enquête et dans les leaks. Et de quelle façon on fait ça? Ben, on prend les variables communes à la BDIM et à l'ETQ et à l'ELIC, et on modélise la migration interprovinciale. Okay? Alors là, on a des fichiers administratifs longitudinaux. Okay? Alors, on est capable de voir qui change de province, où ils vont, et combien ils gagnent. Et à ce moment-là, on est capable de prendre ces analyses-là, statistiques, pour calculer des poids, des probabilités que des gens dans le TQ, on est capable de corriger des poids pour tenir compte de l'attrition. Okay? Parce que l'ELIC, c'est pareil. L'ELIC, c'est longitudinal. Mais dès qu'un immigrant quitte le Québec, on ne sait pas où il est. On le perd. Alors, les gens font quoi? Ils font des analyses statistiques extrêmement sophistiquées, mais ils ne tiennent pas du tout compte du fait que dans les 3 vagues, il y a plein de gens qui disparaissent. Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont retournés chez eux? Est-ce qu'ils sont ailleurs au Canada? On ne sait pas. Qui est resté au Québec? Qui est parti? Alors, c'est un petit peu ce que je dis ici en conclusion. Est-ce qu'on se retrouve avec ce que j'ai appelé les gagnants, les cas gagnants? Les gens qui sont restés sont ceux qui se sont le mieux intégrés. Ceux qui sont partis, c'est ceux qui ont eu le plus de difficultés. Et on se retrouve avec un échantillon biaisé. D'accord? Alors, on ne peut pas prétendre que ce qu'on observe là, c'est ce qui arrivera en moyenne à un immigrant qui débarque chez nous, parce qu'on a seulement les success stories relatifs. Ceux qui ont été incapables de trouver un emploi ou qui avaient des salaires de misère sont partis. Et on reste avec ceux qui ont le mieux fait. OK? Alors, c'est la question qu'on se pose. Et là, avec la BDIM, on est capable de suivre les gens à travers le Canada. Et s'ils ont quitté le Canada, c'est qu'ils ne font plus de rapport d'impôt. On ne les trouve plus dans le fichier administratif. Donc, on sait où ils sont au Canada. Alors, ce qu'on fait, on prend l'échantillon du Québec. On prend la BDIM. Tous les immigrants sont arrivés au Québec. Ensuite, on regarde où est-ce qu'ils sont année après année. Tous ceux qui quittent, où sont-ils? Okay? Dans quelle province? Combien gagnent-ils? Okay? Et à un moment donné, ils disparaissent complètement de la BDIM, c'est-à-dire qu'ils sont partis chez eux, sont tournés dans un autre pays, sont ailleurs. Donc, l'attrition pour la migration interprovinciale, l'attrition pour quitter le Canada, on le sait. Et quand on a 10 000 individus, quand on se retrouve avec 7 400, 7 600, bien, ces 2 400-là sont où? Alors, cette attrition-là peut être interprovinciale, peut être du tout, simplement qu'ils ont déménagé, qu'ils se sont jamais donné la peine de communiquer leur numéro de téléphone, mais peu importe. De faire d'analyse statistique sur un échantillon comme celui-là, c'est correct, mais ça peut être risqué. On a les best cases. OK? Alors, c'est ce que je fais avec Charles et Natalia, et l'idée étant éventuellement d'arriver avec des poids corrigés pour les 2 enquêtes. Autrement dit, on va dire oui. L'ELIC, c'est une enquête de Statistique Canada. Oui. Si les répondants quittent le Québec, ils se trouvent dans le reste du Canada, ils sont toujours dans le... On ne les suit pas? Ouais. Non, il n'y a pas de suivi. Ils sont perdus. S'ils déménagent. Pas d'accord. J'ai déjà utilisé l'ELIC et puis on sait ceux qui ont déménagé dans les autres provinces. Ben, moi, quand je l'ai utilisé... Ben non, c'est au niveau canadien. Donc, bon... On n'a pas leur revenu. Non, ça, on n'a pas de ça. Bien sûr, on n'a pas de revenu. Non, on sait qu'ils sont partis. Mais on sait s'ils sont dans une autre province. Mais on ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas ce qu'ils gagnent. Ah, je suis d'accord. Alors, oui, mais s'ils sont partis parce qu'ils gagnaient trop peu. Oui, non, ça, oui, d'accord. Okay. Mais je croyais que vous disiez qu'on n'avait pas d'informations dans les leaks sur s'ils quittent le Québec. On sait s'ils sont hors du Québec, s'ils restent au Canada. C'est tout. C'est tout.
Je suis d'accord. Alors, on ne peut rien faire avec ça. C'est vrai. C'est dans ce sens-là. OK? La BDIM va nous permettre de corriger ça. Okay? Oui, d'accord. Alors, c'est ce qu'on veut faire. Mais très bon point. OK? Alors, cette espèce de biais d'attrition-là, on va être capable de le contrôler. Mais il me semblait qu'il y avait très, très peu. Parce que déjà, au Québec, dans les ligues, il n'y en a pas beaucoup. Alors, ceux qui quittent... Mais proportionnellement, il me semble qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. C'est vrai. Mais quand on regarde la BDIM, il y en a proportionnellement beaucoup plus qui quittent. Oui. Alors, on s'est posé des questions sur la représentativité des ligues parce qu'il y a très, très peu de gens, il me semble, là, de mémoire, là, qu'il y en a la proportion de gens qui quittent le Québec. On a 3 vagues, hein? Et entre la première et la troisième, la proportion qui a quitté est très faible. Quand on prend les mêmes années avec la BDIM, la proportion est beaucoup plus grande. OK. OK? Et donc, on se pose des questions sur la représentativité de cette enquête-là. OK? Alors, c'est ce qu'on va essayer de corriger, en fait. OK? Oui? Vous pouvez revenir un peu à vos tableaux? Oui. Lequel? Alors, celui-ci, oui. En fait, point de la grille, donc vous mettez pour chaque individu le pointage qu'il a eu pour son diplôme, etc. Oui. Et vous pouvez reculer encore un autre tableau de régression, celui-ci. Oui. Donc, la grille de sélection, c'est le pointage total que vous avez? Oui. Non, c'est une variable dichotomique. Étais-tu dans une grille ou l'autre? Ah, OK. OK? Non, c'est une variable dichotomique. Ça va? Oui, ça va. OK. Alors. OK. Et bon, mais finalement, le dernier travail sur lequel on s'est penché, c'est justement de modéliser toutes ces transitions-là entre l'emploi, l'inactivité, la formation, et ainsi de suite, que Marie-Albertine va faire. Et la raison, c'est la suivante. Ce que j'ai fait ici, c'est j'ai calculé à partir des dates de chaque emploi, de chaque personne, j'ai regardé les 3 premières années de présence, OK, au Québec. De 2002 à 2009, donc les 3 premières années de présence. Et ce qu'on a regardé, c'est reproduit un petit peu ce qu'on appelait les taux de présence en emploi. OK? C'est ce que j'appelais ici le taux de présence. Alors, à partir du moment où quelqu'un arrive au Québec, n'importe quand entre 2002 et 2009, je reconstitue son historique. D'accord? Et là, j'essaie de voir quelle proportion, du point de vue quotidien, OK, est en emploi, soi-disant qualifié, soi-disant non qualifié. Alors, ce que vous observez ici, là, c'est que si vous regardez la ligne rouge et la ligne, le pointillé, ces 2 lignes-là, qui suivent ici comme ça, ces 2 lignes-là, qui sont parallèles, OK, ce sont les taux de présence en emploi des gens qui avaient été sélectionnés avec la grille de 2006. Et ce que vous voyez, c'est que la proportion, de 96. Donc, la proportion de gens qui travaillent dans des emplois qualifiés, après 3 ans, au départ, c'est presque 0, et ça monte tranquillement, et ça plafonne à peu près à 25, 30, 26, 27 %. Okay? Le pourcentage, ça, c'est des gens qui ont été sélectionnés avec la grille de 96, qui suit le même cheminement. Ça, c'est la proportion de gens qui, sur une base quotidienne, sont en emploi non qualifié. Sélectionnés avec la grille de 96. Donc, les deux, le taux de présence en emploi, c'est la somme des deux. Okay? Si vous prenez l'autre, la bleue, qui est la non qualifiée 2006, et celle-ci, la grise. Ces deux-là. Ça, c'est la même chose, mais pour des gens qui avaient été sélectionnés avec la grille de 2006. Ce qu'on observe, c'est qu'au début, on a à peu près le taux en emploi est plus élevé. Au cours des 3 premières années, là, au tout début, depuis leur arrivée, les gens qui étaient sélectionnés avec la grille de 2006 sont davantage en emploi que ceux qui avaient été sélectionnés avec la grille de 96. C'est la même chose pour un emploi qualifié. Les gens qui ont été sélectionnés avec la grille de 2006 sont proportionnellement plus souvent en emploi qualifié que ceux qui avaient été sélectionnés. Mais ce qu'on observe là, c'est qu'après 2 ans de présence, il y a une chute dans les emplois non qualifiés de ceux qui avaient été sélectionnés avec la grille de 2006, et on voit qu'il y a une tendance nettement à la hausse, tout le temps, dans les emplois qualifiés de ceux qui ont été sélectionnés par la grille de 2006. Okay? Il y a vraiment quelque chose qui se passe, parce que la grille de 96, ça plafonne, et l'écart ne se resserre jamais.
La grille de 2006, on voit qu'après 2 ans, ça chute. Et quand on regarde ce qui se passe sur les salaires après le premier, deuxième, troisième emploi, on voit très bien, ça c'est ce que Mathieu a fait, on voit qu'il se passe quelque chose à la fois sur les salaires et l'emploi, après 2 ans. Donc, 2 ans après l'arrivée au Québec, l'emploi non qualifié diminue, l'emploi qualifié monte. Alors, quand on regarde les transitions entre emploi qualifié et non qualifié, c'est d'abord et avant tout les gens qui ont été sélectionnés avec les critères de 2006 qui montrent les moyennes de transition vers les emplois qualifiés. Okay? Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ce que ça montre, c'est qu'on n'est jamais à 100% taux d'occupation, taux d'emploi. Faites la somme des courbes, vous allez arriver à 60-70%. Il y a toujours quelqu'un qui ne travaille pas. Okay? Les immigrants sont toujours entre soit je travaille pas, je suis en formation. D'accord? Et l'idée, c'est, je termine avec ça, la conclusion principale, et je vais arriver ici. Qu'est-ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que les résultats qualitativement n'ont pas changé depuis les résultats de Renault. Okay? On trouve essentiellement les mêmes choses. On prend des méthodes économétriques différentes, mais on obtient à peu près les mêmes résultats. En contrepartie, le fait qu'on ait changé la grille nous donne une variabilité que Renault n'avait pas. Et ce qu'on a pu observer, c'est que l'insertion d'emploi, il faut donc, je pense, l'étudier dans son ensemble. Ne pas focaliser sur combien de temps ça prend pour trouver un premier emploi, combien de temps ça prend pour trouver un emploi soi-disant qualifié. Ce qu'il faut regarder, c'est les transitions entre les États. Je suis employé, je perds mon emploi, je fais un programme de formation, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe à l'évolution des salaires entre l'arrivée, de quelle façon progressent les revenus de ces gens-là dans le temps? L'insertion, c'est pas juste trouver un job, c'est le salaire, les revenus. Les gens qui gagnent trop peu vont finir par partir s'ils sont pas contents. Alors, quelle est la progression salariale de ces gens-là? Quel est leur salaire à l'arrivée et comment progresse-t-il à travers le temps? Et les salaires à l'arrivée, comment les femmes bardent des diplômes, parce qu'on partait aux hommes par des diplômes? Parce qu'encore une fois, il peut y avoir des écarts. Alors, la dernière question, c'est un petit peu ce que je vous ai mentionné tout à l'heure avec la BDIM, c'est est-ce que cet échantillon-là est vraiment représentatif ou est-ce qu'on observe des gagnants, que ceux qui n'ont pas gagné sont partis? Il faut donc redresser tout ça, je pense. OK? Mais en première étape, donc ça, c'est 2 projets sur lesquels on travaille simultanément, c'est-à-dire regardons tout ça, là, pas le premier, parce qu'entre 2 emplois, il y a souvent des périodes d'inactivité, des baisses salariales, des baisses de capital humain, du découragement. Donc, l'insertion d'emploi, c'est pas juste combien de temps pour trouver un emploi. C'est combien de temps pour trouver un emploi qualifié et est-ce que je le garde, est-ce que je le perds, et ainsi de suite. Donc, c'est les transitions qu'il faut regarder beaucoup plus que juste. Alors, le rapport en tant que tel est très utile parce qu'il documente toutes ces choses-là. Mais l'étape suivante, je pense, c'est ça. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Puis la formation dans ça, là, il y a plein de gens qui suivent des programmes de formation de toutes sortes. Qui prend ces programmes-là? Pourquoi? Quel est l'effet de ces programmes-là sur l'insertion? Okay? Alors ça, c'est des questions qu'on se pose. Et effectivement, l'autre question, c'est plus à long terme, est-ce qu'on peut redresser ces estimations-là avec... Peut-être que les poids, ça ne changera rien, mais peut-être que oui, il faut redresser un petit peu ces poids-là pour tenir compte du fait que ceux qui sont partis ne sont pas représentatifs de ceux qui sont restés. Okay? Oui? J'ai une question. Je constate que dans votre étude, vous n'avez pas tenu compte de la durée de résidence au Québec. Pour vous, c'est pas important, non? La durée de résidence? Comme facteur explicatif pour un emploi qualifié. Ben oui, c'est ce qu'on regarde. À partir du moment où tu arrives au Québec, ça prend combien de temps depuis ton arrivée pour trouver un emploi? C'est ça qu'on regarde. Donc, c'est la durée. Tu arrives le 1er janvier, ça prend combien de temps avant que tu trouves un emploi? C'est exactement ce qu'on fait. Oui. Si j'ai bien compris votre question, est-ce que ça se peut que ça soit parce que est-ce qu'il y a une paramétrisation du temps, du risque d'avoir un emploi? Là, vous utilisez des modèles de Cox, si je ne me trompe pas. Oui. C'est peut-être ça qui veut dire. Est-ce que le temps est tenu en compte? Est-ce que le risque peut varier? Oui. Le risque associé au coût variable peut varier. Oui, mais là, on a un modèle de Cox. Donc, implicitement, tu as des taux de sortie qui sont non paramétriques, là. Donc, tu tiens compte explicitement du temps. Donc, ce qu'on regarde, c'est la durée. Ça prend combien de temps à partir de ton arrivée pour trouver... Et là, il y a des variables qui sont constantes, d'autres bougent dans le temps, mais la plupart sont constantes. Donc, ce qu'on essaie de mesurer, c'est le taux de sortie, ou la durée, si vous voulez, avant de trouver un emploi. C'est exactement ce qu'on mesure à partir du moment de la date d'arrivée.
Et moi, mon argument, c'est de dire, c'est pas parce que tu as trouvé un emploi après 6 mois qu'on arrête l'analyse. Parce que tu peux le perdre, ton emploi. Tu peux en retrouver un autre moins intéressant. Tu peux subir une baisse de salaire. Tu peux décider d'aller suivre des formations. Donc, le pattern d'intégration, c'est pas juste trouver un emploi, c'est le salaire qui va avec, c'est toutes les transitions qui vont avec. Okay? C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on devrait faire, je pense. Okay? Oui? Est-ce qu'on pourrait revenir à la figure? À la quoi? À ça? Oui. J'ai remarqué autre chose. Ben, ça, c'est vraiment frappant, les deux patterns. Mais j'ai remarqué une autre chose, c'est que pour la cohorte, pour ceux qui ont évalué en 96, oui. Il y a très peu de variations aléatoires. C'est... Puis de la seconde, il y a ici, là. Zigzag, ouais. C'est ça. Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir des intervalles? Non, oui, mais c'est parce qu'en fait, ici, ce qui se produit, c'est que l'intervalle 2006, la cohorte 2006, il y a beaucoup moins de monde. C'est ce que j'avais OK? Donc, ces espèces de fluctuations-là, ça peut être ça. OK? Mais c'est basé sur des variations quotidiennes. Donc, c'est le temps pour chaque personne. Quand tu commences ton premier emploi, terminé, quand as-tu commencé le deuxième? Alors, entre le premier et le deuxième, il y a de l'inactivité, là. Mais tu as tout à fait raison. Ici, il y a moins de monde, là, que ces deux lignes-là, là. Tout à fait. Mais ça peut aller dans les deux sens, parce que vous dites que les cours pour 96 ne se rejoignent pas, mais visuellement, si on regarde le détail un peu, ils pourraient se rejoindre pas très longtemps après, dépendamment justement de la confiance qu'on peut avoir dans les cadres. Ces deux-là, là? Oui, c'est ça. Il y a quand même une petite inclinaison qui pourrait dire que dans j'ai arrêté à 3 ans parce que les gens de 2006, à 2009, j'avais fini, là. Okay? Fait que si je veux être juste pour les gens de 2006, il faut que je compare les 3 premières années. Là, il n'y a pas d'effet de conjoncture non plus, là. Ceux qui sont arrivés en 2002, l'économie n'allait pas très bien dans ce temps-là, là, non plus, là. Fait qu'il faut tenir compte. C'est pour ça que ça, c'est juste c'est descriptif, là. OK? Mais, malgré les fluctuations, là, tu vois quand même que ces gens-là, il y a quand même une tendance à la hausse, là. OK? Que t'as pas ici, là. Du moins, puis cette chute-là, là, est pas aléatoire, là. OK? Elle l'est peut-être. Ça pourrait être affecté par les problèmes de sélection. C'est-à-dire? Ben, par exemple, les critères pas les critères, mais les facteurs non observés de sélection, par exemple, de la fission, ils peuvent peut-être jouer là-dessus. C'est nous que la taille d'échantillon réduit assez rapidement dans le temps. Non. La taille est constante. Ah, OK. OK, la taille est constante. Là, je prends je sais plus combien ils sont, là, qui sont sélectionnés en 2006, et je suis leur historique à ces personnes-là. Donc, la taille ne bouge pas. Je prends les gens essentiellement qui sont arrivés en 2006 et je regarde leur vie jusqu'en 2009. OK, c'est ce que je fais. Oui? Il peut-y avoir un effet aussi du fait que les gens qui ont été sélectionnés avec la grille de 96 sont arrivés en général avant, puis on les a interviewés plus tard. Est-ce qu'il peut y avoir un effet de mémoire? C'est un peu ce que Benoît disait. Est-ce qu'il y a un effet de conjoncture, un effet d'année? Ils sont arrivés... C'est vraiment de mémoire, parce que là, on leur pose des questions sur leur vie qui est arrivée là, presque... C'est sûr. Presque 10 ans. Là. C'est sûr. Ça peut avoir aplati C'est sûr. Parce que là, ils ont été... Ouais, mais les gens qui sont sélectionnés avec la grille de 96 ne sont pas arrivés nécessairement en 2000. Non, mais ils sont quand même arrivés avant ceux qui sont sélectionnés. Ils sont arrivés avant. C'est probablement plus faible. Mais il y en a un bon nombre quand même qui sont arrivés en même temps que les autres, là. Je ne me souviens pas des chiffres, là, mais il y en a quand même un bon nombre. Mais tu as raison. Dans ce type d'enquête-là, on le voit souvent, la mémoire, ça oublie. C'est ce qu'on appelle le recall bias, là. Ouais. C'est clair que ça peut être là-dedans, là. Dans le domaine de santé. Oui. Si on essaie de comparer aussi avec les autres provinces comme l'Ontario ou la Colombie-Britannique... On ne peut pas. On n'a pas d'équivalent, d'enquête équivalente sur les travailleurs qualifiés. Ça existe peut-être, là. Mais j'en ai pas la moindre idée, là. Okay. Est-ce qu'il y a des enquêtes sur le travail qualifié en Ontario? On devrait en savoir au SIX. Non, je ne sais pas si ça a été fait. Et de toute façon, les grilles qui sont là, je pense, sont propres au Québec, non? Les pondérations, c'est québécois, ça. Oui, oui. Donc, c'est québécois, donc ils n'ont pas l'équivalent, là. Mais ils ont un programme de travailleurs qualifiés aussi au Canada. Mais c'est pour toutes les autres provinces. C'est pas toutes les provinces. Alors que nous, les pointages qui sont là, c'est propre au Québec. Oui? Alors, je reviens un peu à ma question du premier tableau, où en fait vous utilisez donc juste une variable demi. Oui. Parce que là, je vois qu'il y a un paquet de variables demi dans la majorité des variables, c'est des variables demi. Est-ce que justement... Non. Ça, c'est des pointages. Okay, ça, non, je parle du... Mais pareil, c'est toujours pareil. Ça, c'est pas des demi, ça.
Parce que marqué de scolarité secondaire au moins. Donc ça, c'est pas des demi. Non, ça c'est des ici il y en a là, deuxième spécialité, formation privée, mais ça c'est des pointages de la grille. Pas les demi. C'est vraiment la grille. J'ai pris la grille puis je l'ai plaquée dans la régression. Oui, mais maîtrise PhD, c'est pas un demi, ça? Non, c'est des pointages. Ils sont pas séparés, on travaille là-dessus. Non, c'est des pointages. Un pointage. Pourquoi il y a une catégorie omise comme ça, c'est des pointages? Pour avoir les pointages secondaires ou moins? C'est parce que les scolarité secondaire au moins c'est 0, je pense. Comment ça marche? Je me souviens plus là, de mémoire. Si on a 5, c'est un facteur éliminatoire. On ne peut pas être accessible, donc on peut pas avoir. Ah, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc tu peux pas être admis si tu as juste un secondaire. C'est ça. Ça te prend un poste secondaire. Il y a personne qui sont secondaires au moins. Oui. Tu as mentionné à plusieurs reprises la question de l'expérience de travail dans le domaine de la santé. Oui. Est-ce qu'il y a des hypothèses pour expliquer ça? Le désavantage? C'est qu'il y a beaucoup de métiers réglementés aussi dans le domaine de la santé. Donc, ils doivent, leur formation d'être reconnue souvent par un ordre ou par une association quelconque. Les examens. Moi, j'ai une copine qui était ergothérapeute française, puis elle n'a jamais passé les examens en Ontario. Donc, c'est vraiment ça. Plus que dans le domaine du génie. Dans le génie aussi, il y a l'ordre des ingénieurs et tout ça, mais dans le domaine de la santé, c'est ça, il y a beaucoup de professions. Infirmière, inhalothérapeute, ergothérapeute. Parce qu'encore une fois, les catégories que j'ai mis là, je les ai regroupées quand même, là, parce que quand on a la taille d'échantillon, je ne peux pas trop ventiler. Mais en santé, c'est tout un paquet de monde. C'est ça. Okay. Mais c'est assez frappant que ce soit la seule catégorie qui ressort. Ben, oui puis non. Ce qui arrive, c'est qu'ils font partie d'un domaine de travailleurs qualifiés, sauf qu'ils ne rentrent pas nécessairement, ils ne passent pas la grille avec ces points-là. Parce qu'il y a 0 point qui leur est attribué. Même un médecin qui n'a pas un diplôme reconnu du Québec a 0 point à la grille de sélection sur 16. Mais il va rentrer à cause d'autres. Il va être sélectionné sur d'autres. Mais s'il ne finit pas par faire son diplôme au Québec, il ne sera jamais reconnu, il ne trouvera pas d'emploi de médecin, donc il ne travaillera pas comme travailleur qualifié en relation avec ses compétences. C'est un peu l'histoire de ma copine qui était ergothérapeute en Ontario. Puis elle a essayé des examens de la corporation en Ontario, puis après 2 échecs, elle est repartie. Elle ne peut pas travailler comme ergothérapeute. Mais maintenant... Il y a peut-être un effet... Il y a peut-être ça, mais elle est repartie d'Ottawa, puis elle s'est trouvé une job tout de suite comme ergothérapeute à Barcelone. Je ne suis pas sûr qu'il est plus mal. Okay. Maintenant, pour être admis au Québec, pour les métiers réglementés, ils doivent signer un formulaire comme quoi ils connaissent les procédures à suivre pour pouvoir être dans leur profession. Mais c'est pas étonnant. Il n'y a plus de surprise en arrivant ici là, pour les gens. C'est ça. Il y a des médecins qui conduisent des taxis, en principe, on espérait qu'il y en ait de moins en moins. Qu'ils sachent. C'est ça, la grille est de plus en plus ajustée. Pour les médecins, les règlements aussi qui sont affiliés à ça. Ouais. Ils ont moins de points qui sont reconnus pour leur formation parce que c'est trop difficile, c'est trop contingenté de suivre les formations. Mais il y en a qui viennent affiner la formation ici. S'ils viennent faire leur diplôme de médecine ici, qui postulent pour une citoyenneté, puis qui ont leur diplôme qui est reconnu, ben, c'est des points. C'est ça. Mais là, ils sont en séjour au Québec. En plus, ça s'additionne. C'est ça. Oui. Je ne peux pas comparer avec l'Ontario, comme je disais, mais est-ce que ça serait intéressant de regarder la dynamique de travail qualifié, non qualifié de ceux qui sont... oui, mais ça se fait beaucoup au Canada, ça. Voir si ces dynamiques-là sont très différentes. Au-delà de comparer avec l'Ontario, si tu prenais une enquête du Québec, tu regardais les emplois qualifiés, non qualifiés des Québécois, natifs, okay? C'est un peu l'argument de David Green à UBC. David, il dit, c'est sûr que le revenu relatif des immigrants a baissé dans le temps. Parce que tu regardes un immigrant qui arrive aujourd'hui versus 25 ans passés, il gagne relativement beaucoup moins aujourd'hui, puis ça prend beaucoup plus de temps. Mais il dit, la vraie comparaison, c'est pas avec nous, avec les natifs, c'est avec les jeunes qui entrent sur le marché du travail en même temps qu'eux. Et quand on parle des jeunes Canadiens qui entrent en même temps qu'un immigrant sur le marché du travail, il n'y a pas beaucoup de différence. Okay? Et l'écart ne vient pas de ceux qui sont immigrants, il vient du fait que, comparons des gens comparables, là, des jeunes de 22 ans qui rentrent sur le marché canadien versus immigrants, une fois que tu as tenu compte de la scolarité relative, il n'y a plus de différence. Là. C'est pas... Ils font beaucoup de transitions, ils ressemblent mal le travail. Exactement. Alors, comparons les comparables. Si on compare un immigrant qui débarque chez nous avec le salaire moyen industriel des Canadiens, c'est certain que... Mais si tu compares, les jeunes Canadiens qui entrent sur le marché du travail sont beaucoup moins bien aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Donc, le creux que tu vois chez les immigrants, on l'observe chez les Canadiens aussi.
Donc, quand tu compares, il n'y a pas tant d'écart que ça. C'est l'argument de David. Pas comme ça. Fait que je te remercie, Jean, de m'avoir demandé de représenter quelque chose que j'ai fini il y a 3 ans. Tu vois, je pense que ça... 3 ans qu'on a fini 2 ans. 2 ans. 2 ans comme il faut, hein? Ça illustre très bien pour moi tout le potentiel d'une enquête comme celle-là, statistique sociale, en termes d'avancement, la contribution à l'avancement des connaissances dans un domaine particulier. Tu parlais par exemple de valider ou de confirmer certains des résultats de Renault, des choses comme ça. D'influencer peut-être l'élaboration, la formulation de programmes et de politiques. On parlait par exemple du truc de 2012 par rapport au Fast Track. 2010, c'est le programme Expérience Québec. C'est ça qui s'appuie, ou en tout cas qui a été influencé par des résultats comme ça. Mais si c'est le cas, c'est important parce que chaque année à l'ACFAS, là, il y a toujours une session, on essaie de convaincre les gens que la recherche sociale a de l'influence. Je pense que c'est une bonne illustration. L'autre chose aussi, c'est par rapport à la formation de la relève. Moi, je suis épaté quand je vois, je sais pas, 4, 5, 6 mémoires de maîtrise, une thèse de doctorat, tout ça. C'est très, très important pour la formation, pour tout à fait. Construire la relève. C'est sûr que la condition pour ça, c'est d'avoir accès aux données. Donc, toi, tu as eu accès aux données dans un cadre particulier. Il faudrait voir comment cet accès-là peut, par exemple, Benoît Dostie, est-ce qu'il pourrait y avoir accès aux gens qui étaient ici ou quoi, puis bon. Et vraiment, finalement, essayer de réaliser tout le potentiel d'une enquête comme celle-là. Donc, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu dans ce sens-là. Pour ce qui est des enquêtes de Statistique Canada et de l'ISQ, il y a un mécanisme très transparent pour y avoir accès. Une enquête comme celle-là, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il faut passer par la Commission d'accès à l'information? Je ne pourrais pas le dire. Je sais que l'enquête antérieure à celle-là, qui se base un peu, dans le fond, la base de celle-là, qui est l'enquête Renault, est accessible aussi. Celle-là, oui. C'est sûr que nous ne sommes pas en mesure de prendre une décision nous-mêmes, mais on entend le souhait. Oui, c'est ça. Non, mais j'allais justement le dire, je te le dis dans ton bureau. Mais on entend le souhait et je pense que ma directrice en est parfaitement consciente. Et voir, nous, à l'interne, les possibilités. Mais on voit, entre autres, que ça soulève beaucoup d'intérêt. Mais Jean, si je peux me permettre, les mémoires de maîtrise puis de doctorat qui sont là, ils ont signé un avis de confidentialité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'entente qu'on a, et avec l'université, c'est qu'ils peuvent déposer diplômés sans que leur mémoire soit publique. Oui, moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'une enquête comme ça peut effectivement contribuer. Si on veut vérifier tes calculs, tu peux pas. Je vais demander, on n'a pas accès du tout quelqu'un de l'extérieur ou d'un livre. Il faut s'adresser aux bonnes personnes. C'est un bon point. Moi, je pensais que c'était des données du site au début de la présentation. On aimerait, nous, on est tout à fait prêts à les rendre accessibles ou à aider à les rendre accessibles dans un endroit sécurisé si c'est exigé. J'en parlais aujourd'hui de ça, des données internes, il y en a qui sont accessibles. On ne peut pas les transmettre à qui que ce soit. Là. Il y a des choses importantes, ça a de la valeur, mais le SIX puis l'ISQ, le cadriste, c'est l'endroit idéal pour héberger ça dans un contexte. Bien sûr. On fera avancer ça. Là. On va poursuivre les discussions. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.